France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre émission, le Grand Forum en ce mercredi. Et oui, nous sommes le 12 juillet. Bah, ça me rappelle des souvenirs, je sais pas toi Zébélus, Jean-Marc, comment ça va? Ça va, bonjour Christophe, bonjour à tous les auditeurs et un coucou particulier à tous ceux de Sarcelles, de Garges, de Pierrefitte et Veillé-le-Bel. Ah, bah justement, puisque tu parles de... Alors toi, je crois que c'est Garges, ouais. Non, c'est Villiers-le-Bel. Apparemment, il y a eu un dispositif assez impressionnant pour arrêter un homme fiché S ce matin. C'était assez impressionnant, hein, visiblement, d'après les images. Non, c'était Villiers-le-Bel. Villiers-le-Bel, ouais. Bon, les fichiers S, ça veut pas dire grand-chose, ça veut dire beaucoup de choses en même temps. Bon, ouais. Voilà. Non, mais c'était juste pour... Voilà, on a parté. Alors, oui, le 12 juillet 98. On se rappelle quand même. 12 juillet 98, qu'est-ce qui s'est passé? 12 juillet, c'est la France, non? Bah ouais, c'était la France, championne du monde. Ah, ils sont champions et tout, etc. La France black, blanc, beurre, etc. Oui, j'étais à l'époque, j'ai remonté les Champs-Élysées en moto, c'était moi celui qui a, fou qui a fait ça, oui. Le fou qui a monté dans la foule, c'était moi à l'époque. C'est toi que j'ai croisé en moto alors? Non, mais c'est très sérieux. En 98, j'ai fait le tout en moto, je suis remonté tous les champs, je suis le seul à avoir fait ça. C'était de la folie un petit peu, mais ce jour-là, c'est un jour qui était mémorable. J'avais rencontré un monsieur qui avait fait la guerre et qui me disait la dernière fois qu'il avait vu ça, c'était aux sorties de la Libération. Et puis moi j'étais sur un kiosque à journaux, mais sur le dessus. Hein. Mais le souci c'est que ça n'a pas été suivi des faits, quoi. Ouais, c'est dommage. Voilà. En tout cas, voilà, ça nous rappelle des bons souvenirs. Il y a quand même 19 ans. C'est impressionnant quand même. Ouais, c'est impressionnant. Ça tourne. Alors, monsieur Zébélus, on va parler de quoi dans ton avis tranché? Mon avis tranché, ce sera un petit clin d'œil aux personnes qui utilisent le communautarisme comme plutôt fonds de commerce ou qui fait en sorte de l'entretenir pour leur propre profit, qui ne vont pas dans le bon sens. Avec le petit émoticône clin d'œil. Et voilà, et je profite pour ça de prendre un exemple Rosa Parks, l'américaine. Et puis ensuite, mon coup de cœur, ce sera sur une initiative sur l'écosystème, sur l'associatif, un peu tout ça, etc. Il va y avoir un petit, on va dire, un petit festival. On en parlera plus en détail. Bon, alors côté sujet, Hakim Moral, s'il nous rejoint aussi dans quelques instants. Côté sujet, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de parler de la Cour européenne des droits de l'homme, puisqu'elle a estimé, cette fameuse cour, interdire le port du niqab et de la burqa reste dans l'esprit de la Convention des droits de l'homme. Le voile intégral ne garantit pas les conditions du vivre ensemble. Voilà ce que dit en substance donc cette décision de la Cour européenne. On en reparlera, et puis on parlera aussi de la mise en examen dans l'affaire de la sextape. Donc Karim Benzema a obtenu hier devant la Cour de cassation une première victoire qui pourrait conduire peut-être à l'annulation de toute procédure contre lui. J'ai envie de dire tout ça pour ça, Jean-Marc. Oui, mais on peut pas encore parler de victoire parce que ça va être redirigé. Qui pourrait être redirigé vers la cour d'appel, qui à ce moment-là va justement sortir un arrêt, va soit le relaxer ou trouver un autre statut. Mais en tout cas, c'est quand même une bonne chose que la plus haute autorité de justice puisse remettre ça en question. Effectivement. Alors, nous aurons aussi un invité, mon cher Jean-Marc, que tu nous as ramené. C'est Mason, c'est un monsieur qui est non-voyant, qui va nous parler, qui a une vie assez troublante et touchante, et qui crée les vêtements en braille. Alors, vêtements en braille, ce qui veut dire que on peut voir la taille, la couleur sur les étiquettes, et la taille, la couleur, la forme et tout, etc. Parfait, ben voilà une bonne émission, sans oublier évidemment le zapping, le j'aime ou j'aime pas, ça va être chargé comme d'habitude. Et côté musique, tiens, on va s'écouter un truc sympa qui m'a été proposé par Anan, que je salue d'ailleurs. Alors c'est une petite chanson sympathique d'été, c'est Luis Fonsi, Despacito, Daddy Yankee sur France Maghreb 2. Montez le son, d'ailleurs c'est bon ça. Despacito à l'instant, Luis Fonsi et Daddy Yankee, c'est mortel ça, c'est bien, c'est de chez toi ça mon ami Jean-Marc. Oui, c'est de la Caraïbe. Ouais. C'est un mélange de latino et de ragamuffin. En fait, c'est du reggaeton. C'est très sympa. Je me souviens quand j'avais été en République Dominicaine plusieurs reprises d'ailleurs. Ils sont en train de travailler sur les routes, c'est en pleine chaleur. Il fait quoi, 40 degrés, mais avec un taux d'humidité impressionnant de 90%. Et les mecs, ils écoutent ça à fond
en travaillant dur, évidemment, en pleine chaleur comme ça. Et voilà, les mecs, la musique, ça fait partie du paysage là-bas. Ben, c'est une thérapie. C'est une thérapie, exactement. Perpétuelle. Ouais, exactement. Et ce son, ce type de son, on l'entend partout là-bas. D'où d'ailleurs un certain succès aussi de quelques radios qui se sont lancées dans ce style de musique ici en France, sans faire de clin d'œil. Bon, et aux États-Unis, sur Miami notamment, ça fait un carton dans toute la Caraïbe, dans toute l'Amérique du Sud. C'est énorme ce que ça représente comme public derrière. Ouais, c'est pas mal. En tout cas, c'est un petit son qui m'a été proposé par Anan, que je salue et que je remercie. Que je salue également. Voilà, Anan Zawani, bien sûr que c'est avec nous la semaine prochaine sur France Maghreb 2. Dans un instant, le grand forum. Qu'est-ce qu'on lui fait au Hakim Rahal, là, qui arrive tout le temps en retard? On va plus rien faire parce que tout est dénoué de sanctions, de tout, donc on va rien faire. On peut plus rien faire. Là, son cas est désespéré. Ouais, à ce point-là. Oui. oui, bien Très sûr. bien. Il va nous ramener des croissants et tout pour se faire acheter un peu, mais voilà quoi. Ah, c'est même pas sûr, tu sais que ça fait un petit moment qu'il a pas ramené, hein. Ça fait un petit moment, c'était le Ramadan. Ouais, non, je sais, mais depuis le Ramadan, il n'a pas ramené. Hein. Bon, faut lui faire confiance, il va reprendre les bonnes habitudes. Bon, très bien. Allez, En parlant du loup, on voit son museau. Ah, il apparaît dans les studios, tel un prince charmant. Comment ça va, monsieur Hakim Rahal? Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut Hakim. Salut Jean-Marc, salut Christophe, bonjour les amis auditeurs. Alors, mon cher Hakim, comment vas-tu? Bah écoute, bien, pas trop chaud, pas trop froid. On est bien là. On est bien, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Bah, Il y en a qui ont la chance de partir en vacances, oui. mais pour ceux qui partent pas en vacances, au moins il y a plus de place à Paris pour circuler, on va dire ça comme ça. C'est ça. Et vive le mois d'août. Oui, voilà. Non, ça se passe bien. Bon, bah, Et très vous bien. Bah écoute, parfait. Dans un instant, on se fait la pub tout de suite et puis Ok. on va entamer notre premier sujet et on va aussi parler du zapping, accueillir notre invité. Bref, on est bien tranquille, installé. Le grand forum 01 40 33 9000. Ça se passe comme ça ici sur France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec monsieur Jean-Marc Zebellus et Hakim Rahal qui sont avec nous en direct, évidemment avec vous, auditeurs, auditrices, la possibilité pour vous de nous appeler au 01 40 33 9000, mais aussi via le mobile répondeur 06 18 21 56 41 24 heures sur 24. Et comme premier sujet, avant de retrouver le zapping, messieurs, je voulais qu'on parle de cette décision de la Cour européenne. En effet, interdire le voile intégrable niqab est une mesure nécessaire qui a pour objectif de garantir les conditions d'un vivre ensemble dans une société. Tel est l'avis de la Cour européenne des droits de l'homme, qui vient ainsi de conforter de nombreux pays européens qui ont décidé, vous le savez, d'interdire le voile intégral, comme la France par exemple. Le Maroc aussi, entre parenthèses. Absolument. Et la CDEH a rejeté, entre parenthèses, hier, 2 plaintes qui avaient été introduites par 2 Belges et une Marocaine qui protestaient contre la loi belge de 2011 qui interdit aux femmes de porter la burqa et le voile intégral. Les 3 plaignantes estimaient, en effet, et c'est peut-être là qu'on peut se poser la question, cette mesure discriminante et qu'il s'agissait d'une entrave à leur liberté religieuse. En tout cas, la Cour européenne a rajouté que l'interdiction de porter le voile intégral participait à la sécurité publique. L'égalité entre l'homme et la femme représentait une certaine conception du vivre ensemble dans une société. La loi française, pas contraire aux droits de l'homme, donc malgré l'arrêt rendu par la CDEH, eh bien l'interdiction du niqab et de la burqa fait encore débat. Au sein même du Conseil de l'Europe, la Cour d'appel a même rappelé d'ailleurs que sa décision n'implique pas tous les pays européens, pardon. En tout cas, si des États, et c'est ce qui est important aussi de retenir, veulent légiférer, si la loi sont similaires à celles adoptées en France et en Belgique, eh bien, elles ne seront pas contraires aux dispositions de la Convention des droits de l'homme. Voilà ce qui indique un petit peu, le rendu de cette décision que je souhaitais que l'on évoque ensemble. Alors, c'est une loi de 2010, Christophe. Oui. Mais je parlais de la loi de 2011 en Belgique. Oui, et 2010 en France. 2010 qui a été légitimée par la Cour européenne. Oui. Mais ce qui me dérange un petit peu, c'est que on dit la loi stipule, enfin non, la loi dispose, on dit c'est un contrat qui stipule, la loi dispose que nul ne peut dans l'espace public porter une tenue destinée à dissimuler son visage. Donc ça veut dire que si j'ai pas une tenue mais que j'ai une cagoule, c'est bon. C'est un petit peu ambigu. Sous peine d'une amende de 150 euros, une amende de 150 euros. C'est un sujet très très délicat et je pense qu'il faut pas le traiter avec passion ni émotion. Il faut prendre une certaine forme de recul
Et il faut se demander, est-ce que on cherche vraiment à protéger l'intérêt public puisqu'on est dans un cadre de vigie pirate renforcée, ou est-ce que c'est une atteinte à la liberté par voie de conséquence à certaines musulmanes qui adoptent cette tenue. Je dis pas que cette tenue est musulmane, mais je dis certaines musulmanes qui adoptent cette tenue. Donc c'est quelque chose de très très délicat, et je pense que il faut traiter ça vraiment avec pas mal de pondération. Oui, en même temps tu disais tout à l'heure, Jean-Marc, que c'était assez délicat d'évoquer ce type de sujet. En même temps c'est assez simple, je veux dire, il y a une loi, elle vaut ce que ça vaut, mais on peut quand même comprendre que ça peut peut-être entraver quelques problématiques, le fait d'avoir une femme qui porte la burqa, le voile intégral, où on ne voit rien finalement, que les yeux, et évidemment on peut se poser donc des questions. C'est pour ça que aujourd'hui cette décision elle peut être très facilement compréhensible. Hakim, je sais pas ce que t'en penses, mais alors mon point de vue là-dessus, c'est que comme Jean-Marc, je suis d'accord avec lui sur le fait que la frontière elle est très fine entre la liberté individuelle de se vêtir et de penser et d'avoir sa philosophie de vie, et et la liberté qui inclut la liberté religieuse, et l'entrave justement à cette même liberté. Alors est-ce que et aussi lorsque vous dites qu'elle n'est pas musulmane, bien sûr que cette tenue est musulmane. La burqa, c'est un mot qui a été importé d'Afghanistan. Ça a rien à voir avec ce que c'est une autre tenue qui a rien à voir avec ce dont il s'agit en France. En France, le mot arabe serait niqab ou le sitar ou encore le hayek. On va pas falsifier l'histoire. Au Maghreb, pas plus que la génération de ma grand-mère et même de ma mère, ils portaient le hayek. Donc c'est un vêtement, c'est sur le visage, on voit que les yeux. Donc ça c'est une philosophie, c'est une pensée, c'est le fait de se vêtir, on va dire librement, en réponse à on va dire une pudeur ou voilà. Maintenant c'est pas obligatoire, donc le consensus des savants, on sait que c'est pas obligatoire le sitar, le niqab ou le hayek, mais c'est pas non plus interdit. Maintenant, comme tu disais Christophe, les choses sont très simples. Voilà, on est en Europe, il y a des contraintes de vie au quotidien. Le fait par pudeur de porter un vêtement qui efface la personne complètement dans la rue. C'est-à-dire il y a une question qui se pose là, c'est que en fait c'est pas très pudique parce qu'elle se fait très remarquer. Donc voilà, donc si à la pudeur c'était le fait d'éviter de se faire remarquer, non mais ça n'a rien à voir avec la pudeur. Non mais c'est c'est ça. Parce que c'est très intéressant. Les personnes non mais c'est pas la pudeur. Ça n'a rien à voir avec la pudeur. Jean-Marc, as-tu déjà parlé avec des femmes qui portent le niqab? Non mais c'est pas. Moi je parle avec des femmes qui portent le niqab. J'ai eu l'occasion de discuter. Mais c'est pas ça la pudeur. La notion de pudeur, ça n'a aucun rapport. Bah ça c'est selon Jean-Marc Zébulus. C'est pas par les parts d'idées. Non, c'est pas la définition de pudeur, c'est par rapport à son corps. Jean-Marc, ça c'est ton avis. Non, c'est le visage également. Elles veulent pas montrer leurs yeux, leur pif, leur bouche, voilà. Tout ce qu'elles veulent quoi. C'est leur délire, c'est leur choix. Donc voilà, c'est par pudeur. Non mais trouve un autre mot, mais c'est pas pudeur. Non mais la question qui est utilisée, c'est par la pudeur. Et le problème qui se pose, comme je disais, c'est finalement la pudeur, c'est éviter de se faire remarquer, mais en mettant le niqab justement, cette tenue. C'est là qu'on se fait remarquer. Et donc, voilà. D'où le piège. Et de plus, on ouvre une nouvelle définition à la pudeur. Donc à ce moment-là, on peut appliquer cette histoire. Non. C'est chacun est libre de penser comme ça, tant qu'il respecte les autres. Un mot, une définition. Maintenant, ça va être c'est pas compliqué. Le niqab, le sitar, il est légiféré comme étant interdit dans l'espace public, vraisemblablement. Même c'est quoi, il y a une peine une amende de 150 euros et peut-être un stage de citoyenneté, etc. On mettra les femmes, elles mettront des lunettes, des grosses lunettes sur le visage avec un masque anti-poussière ou anti. Mais est-ce que tu le comprends? Après, je te demande. Voilà, tu vois, donc on peut ce genre de loi, il est destiné vraisemblablement, et on faut arrêter de se mentir, à destination des femmes musulmanes, donc principalement. En même temps, c'est les femmes musulmanes qui le portent. Il y a pas de souci, mais elles trouveront. Mais ces femmes-là qui veulent s'habiller comme elles veulent, elles trouveront par pudeur, se cacher le visage, elles trouveront une autre technique à la mode, un foulard ou une mèche de cheveux comme ça. Je peux pas être d'accord avec ce mot de pudeur.
pudeur, parce que la Non, mais après, pudeur a c'est forcément, ton problème, en fait. ça a une évocation, c'est pas mon problème. Bah si, c'est le parce que problème tu peux pas de monsieur Larousse. C'est si à chaque fois on prend un mot et on l'utilise comme bon se semble, Oui. à ce moment-là, on n'appellera plus une table, on appellera une chaise. Alors, la Donc, pudeur dont il pudeur, s'agit, c'est toujours, la pudeur dont il s'agit là, c'est les religieuses. Donc, monsieur Larousse, il a rien à voir avec le... non, on est en Non. France. Si on utilise Non, le non, mot on est dans pudeur, la planète Terre. non, On est en si France, c'est-à-dire on n'a pas le droit le d'être mot musulman pudeur en en France. français. Non, si Mais on qu'est-ce que tu utilise, non, on a le droit de, ça n'a rien à voir. On Si parle- on parle de pudeur, Non, mais je on sais, parle on est en train par de dire rapport- que la langue française, elle manque de mots et qu'on n'arriverait pas à traduire le mot le haya en arabe. Et ben exactement. Bah, Ben, bah y a non. pas, y a Moi, pas. je dis pas que c'est pas la pudeur. Non, je dis pas que C'est la, tout ce qu'on je dis veut. pas que- Après, le mot je pudeur dis pas devient que la un langue prétexte. française manque de mots. Je dis Ça que, devient un comme les prétexte. dictionnaires, les définitions évoluent, elles s'arrangent. Il y a même le verlan et l'argot Non, qui est dans le attentat à dictionnaire. la pudeur, quand on Non. parle d'un attentat à la pudeur, quand la pudeur est Ouais. atteinte, Oui. c'est bien précis, c'est bien Tu spécifique. sais, dans le dictionnaire, les mots, ils ont toujours C'est- plusieurs non, sens. non, mais c'est bien Bon, spécifique. Messieurs, je vous propose qu'on Voilà. avance parce qu'on va pas s'arrêter sur une définition a- d'un mot, finalement. Bah oui, chacun. Jean-Marc, si elles estiment ça comme ça, tu peux pas leur enlever ça. Mais ce qui est C'est trop intéressant, facile. ce que tu dis, Hakim, même si le terme est peut-être pas adéquat, mais quand tu parles de pudeur, C'est ce qui ressort. Hein. ces femmes qui recherchent effectivement à afficher, enfin à cacher une certaine pudeur en portant cet habit se Oui. font remarquer. Donc Mais là, c'est ça, finalement, mais exact. Là, c'est voilà. là où c'est intéressant Là, c'est exactement, Christophe. d'axer un petit peu Voilà. la chose dans ce sens. Surtout Mais que c'est pas une obligation est-ce que religieuse. vous, Hein. Tu vois. oui, bien sûr. C'est-à-dire le fait qu'elle, Ça, ces on le femmes, sait. pour qu'elles, bon, en même temps, c'est marginal. Hein, je crois, c'était les chiffres à 600 personnes ou Oui. en France où il a eu 2000 ou là, je sais même Ouais, pas combien. après, en fait, au départ, avant que la loi ait C'est été votée ridicule. en 2010, il Oui. y en avait une centaine, et puis après qu'il y a eu la loi, par Oui. contestation, Voilà, c'est par le fait. phénomène de mode, je Exact, ne sais c'est pas. la mode. Et bien là, après, il y en a plusieurs qui l'ont mise. Oui. Et puis bon, ça c'est Ça un reste petit peu, marginal, hein. ça reste Donc, on très lé- marginal. On Bien légifère sûr, au bien niveau sûr. européen pour des Bien sûr. 0,000. Et je vais même vous dire, visiblement, C'est une d'après minorité certaines, qui est pas visible. d'après certaines personnes, il s'agit beaucoup d'ailleurs de convertis. Bon, ça c'est un Oui, détail, aussi, ouais. ça c'est. Non, mais voilà. c'est un détail qui Ça qui vaut encore, ce qu'il vaut. faut pouvoir le prouver, tout, etc. Mais entre temps, on a Mason qui est arrivé, au fait, hein, Oui. notre invité, Oui, bah on va le saluer. qui est déjà installé. Nos Bonjour invités. Mason. Bonjour messieurs. Merci d'être venu. Bonjour Mason. Salut. Merci de m'avoir invité. Mason qui est un styliste et qui va un petit peu nous parler, que j'ai eu l'occasion de rencontrer lors d'un défilé, Ouais. et qui fait pas mal de modèles. C'est un non-voyant et qui fait des modèles. Je me demande comment est-ce possible. J'ai vu son book et ça m'a un petit peu troublé. Et en plus, il a l'idée géniale de créer des vêtements en braille, c'est-à-dire des vêtements avec le braille qui vont indiquer les formes, les couleurs, les tailles, etc. Et donc Mason, il va un petit peu nous présenter tout cela. Hein. Mason, tu vas nous en parler, Christophe. Donc Mason, alors tu es styliste ou créateur de mode, c'est pareil? Voilà, c'est pareil en fait, je suis styliste designer. Styliste designer, d'accord. Ouais, c'est bien ça. Et dis-moi Mason, est-ce que tu peux un petit peu nous raconter comment ça se fait que tu es arrivé là? Qu'est-ce qui fait que... Est-ce que tu es né non-voyant, aveugle, ou est-ce que c'est... Christophe n'aime pas ce mot. Donc il préfère non-voyant. Moi non plus, j'avoue, j'aime pas trop, je préfère en général non-voyant. Mais bon, des fois je l'utilise comme j'utilise Bigleux, mais bon, en général, je préfère non-voyant quand même. Tu as eu une vie très particulière, Mason. Est-ce que tu peux nous dire à l'origine comment ça se passe? Ben, en fait, c'est tout simple. Moi, je suis né au Cameroun, parce que je suis d'origine camerounaise de ma mère et américaine de mon père. Ce qui s'est passé, c'est que à l'âge de 6 ans, ma tante elle est venue me chercher au Cameroun, parce que ma mère était décédée, ma mère était morte, j'avais 3 ans. Donc elle m'a emmené en France, et en fait, et pendant des années, donc j'ai vécu avec cette tante et son mari. Voilà, que ils ont passé tout leur temps à me battre, à me brûler, à me séquestrer. Ils m'ont mis du piment dans les yeux, dans le sexe. Ils m'ont enfermé pendant 8 ans dans une chambre. Oh là là. Ils m'ont servi comme esclave. Donc je passais mon temps à faire leur ménage. Ils me mettaient souvent à genoux, les bras tendus, ils mettaient des cailloux, des gros cailloux, ou justement des dictionnaires. Ou quand mes bras descendaient, vu que j'avais 6 ans, ils me brûlaient avec des allumettes, avec des briquets. Et puis jusqu'au jour où en fait j'en ai eu marre, parce qu'en fait j'ai pas arrêté de partir en fugue. J'ai fait d'une centaine de fugues. Bah y a de quoi, ouais. Voilà, je suis parti voir la police, j'avais 11 ans. Malheureusement, la police ne m'a jamais cru, ils m'ont pris pour un menteur. Vu de ma couleur de peau, vu qu'on va dire je suis une métisse noire, donc la police, ils ont aussi passé leur temps à me taper, à m'enfermer dans une cellule là que j'avais 11 ans. Mais il y avait des traces des sévices corporels? La preuve en est, aujourd'hui il est aveugle. Hein. Oui, voilà. Et ce qui s'est passé, c'est pas terminé, c'est qu'à l'âge de 14 ans, je suis tombé dans le coma. Et sauf que je suis resté 3 semaines dans le coma.
Et en fait, je suis mort. Et on m'a amené à la morgue, j'étais à Necker. Et au bout d'une heure, heureusement, je suis revenu à la vie. Voilà, donc personne ne s'y attendait. Alors qu'ils avaient marqué que j'étais décédé, je suis revenu à la vie. Et après, je suis sorti du coma. Je ne marchais plus, je ne voyais plus. Sauf que j'ai pu remarcher, parce qu'on m'a dit que j'en marcherais pas. Aujourd'hui, je ne vois plus en fait. Donc, c'est à partir de ce moment. Voilà. Quand tu t'es levé du coma que tu as perdu la vue. Ah non, j'ai perdu la vue à cause de la maltraitance, à cause des coups, parce que j'ai quand même reçu des coups de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 14 ans. Ma tante, elle m'assommait avec des massues pendant que je dormais, elle me battait avec ça. Elle prenait ma tête, elle mettait ma tête, elle tapait contre des carrelages, la salle de bain, contre la baignoire. Et ça s'est passé en France? Oui, en France, oui. Ouais. Et ce qui est assez aberrant, c'est que tout le monde était au courant, que ce soit la police, que ce soit les voisins, les voisins, l'État. J'ai été voir une psychiatre à l'époque qui savait ce qui m'arrivait. Et chaque fois, elle convoquait ma tante en me disant, oui, ce jeune, il a raconté n'importe quoi. Je vous dis tout ce qu'il a dit, ce que c'est un peu assez aberrant. Voilà, en fait, jusqu'à ce qu'à l'âge de mes 14 ans. Il y avait des traces quand même physiques. C'est-à-dire quand comme tu l'indiques, c'est histoire dure. On se fait taper de la sorte. Il y a quand même des traces physiques quand même. Ah mais il y a eu des traces, il y a eu plein de choses, parce qu'il y a même une des filles, une de mes nièces qui vivait avec, une des nièces de mon oncle maintenant qui vivait avec nous. Elle a sauté du premier étage, elle était partie en fugue. Il y en a une que ma tante a poussée du deuxième étage, qui est restée pas mal de temps dans le coma, qu'elle a poussé du deuxième étage. Il y a eu pas mal de choses. Et ce qui s'est passé, c'est que personne ne m'a jamais cru. Chaque fois, on m'a rappelé mon oncle et ma tante pour qu'ils viennent me récupérer. Chaque fois, ils viennent me récupérer. Et puis chaque fois, j'étais battu de pubelle, j'étais privé de manger, et les tortues, piments, tout ça. Et jusqu'au jour où, enfin, quand j'ai pas la vue, j'étais à l'hôpital. La DAS a encore laissé mon oncle et ma tante viennent me voir à l'hôpital. Et ma tante m'ont dit que c'était bien fait, que j'avais perdu la vue, que j'avais eu ce que je voulais. Donc je me suis mis à pleurer. J'ai fait encore un choc et je suis retombé dans le coma. Donc je suis pas resté longtemps. Et là c'est le médecin qui a demandé à mon oncle et ma tante de ne plus venir. Ils ont refusé. Et là la date m'ont enfin placé. Sauf que malheureusement j'étais dans les femmes d'accueil. Les femmes d'accueil me traitaient de sale noire. Les noirs étaient faits pour être brûlés. Ils me battaient. Ils me nourrissaient avec la nourriture pour chien. Et ils m'ont enfermé, tout ça. Et à l'âge de 19 ans, la DAS... Vous comprenez quand même que c'est un peu difficile tout ça, d'entendre ça à la radio aujourd'hui. Est-ce qu'on a dû vous prendre pour un fou, non? Pour le coup, quand vous racontez tout ça, c'est quand même dur d'imaginer que ce soit possible. Ça existe, hein. Je sais pas si les gens m'ont pris pour un fou, je m'en fiche un peu. Ce qui est important, je dis comme dit souvent les victimes, c'est mon histoire. Voilà, je raconte, je suis pas là de savoir comment pensent les gens de moi ou pas, c'est pas mon problème. Je l'ai vu, je l'ai perdu, c'est moi qui l'ai vécu, c'est pas ma souffrance, c'est ma souffrance, c'est pas la souffrance des autres. Après les gens le prennent comme ils veulent, c'est pas mon problème. Non mais je reprécise, ça existe beaucoup. Non mais je reprécise pour être tout à fait clair. Aujourd'hui, on voit que les systèmes services sociaux quand même marchent plus ou moins bien et parfois même un peu trop. Dans le sens où quand il y a un moindre soupçon, il y a des enfants qui sont retirés de leurs parents pour des prétextes un peu fallacieux parfois. Là, c'est quand même extrêmement dur, grave. Et sur le long terme, c'est ça qui quand même pose question. Et sur plusieurs personnes apparemment. Oui, mais à une époque, Christophe, il faut reconnaître qu'à l'époque, il nous dit ça fait quoi? Il y a que 20 ans de ça, c'est ça? Voilà, il y a 20 ans de ça. Et en plus, il y a 20 ans de ça. À l'époque, les choses bougeaient pas tant que ça. Oui, les choses bougeaient pas tant que ça. On n'avait pas tout. Oui, c'est bien de recontextualiser. Il y avait pas tout. Et même encore, il y a encore des enfants qui vivent des choses. Bien sûr. On entend encore des choses. On n'a pas dit que ça n'existait pas. Et ce qui est, enfin, moi, derrière tout ça, derrière toute cette souffrance, derrière tout ce qu'il a vécu, toute cette humiliation, ce qui me marque, c'est que cet homme a encore le désir de faire quelque chose et de s'accrocher à la vie, de vivre et surtout de faire partager ses créations, ses émotions à travers sa couture. Et c'est ça que je trouve génial et c'est ça que je trouve que c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai pensé à l'inviter, parce que je trouve qu'il y a derrière tout ça un message très positif. Parce que aujourd'hui ce n'est pas quelqu'un d'hargneux, c'est quelqu'un qui est qui n'est pas en rébellion, qui est très zen, très posé. Et je pense qu'il faut en tirer, prendre de la graine de cela. Et est-ce qu'il y a eu des sanctions vis-à-vis de ton oncle et de ta tante? Est-ce qu'ils sont en prison? Est-ce que tu as porté plainte? Comment ça se passe? Bien sûr que j'ai porté plainte, mais ça servait à rien. Tout simplement, on va te dire que vous voulez peut-être pas l'entendre. Moi, je vais vous le dire à ma couleur de peau, mon handicap a dérangé. J'ai porté plainte. Il y a eu une enquête qui a duré longtemps. Mon oncle a été recherché par Interpol puisqu'il était en cavale pendant 5 ans. Ils l'ont retrouvé. Au bout de 5 ans, un peu dur avant le procès, comme par hasard. Sauf qu'est-ce qui s'est passé le jour du procès? j'étais plutôt j'étais le bourreau et ils étaient les victimes. Sachant qu'il y a eu pas mal de témoins. Il y avait l'école qui avait déjà qui avait averti la police à l'époque. Il
Il y avait pas mal de, quand même quelques personnes. Il y avait ma cousine qui était témoin, qui avait vécu avec nous, qui avait témoigné. Témoin avec toi. Oui, qui avait été, beaucoup de monde. Mais sauf que le jour de procès, c'était pas, moi j'étais, on va dire, le bourreau. Donc voilà, et sachant que même après ça, donc ma tante, ils ont eu 1 an de sursis, et c'est tout, et 5 millions de dommages et intérêts que je n'ai jamais touché. C'est pas grave. Voilà, tant pis, c'est la vie, moi j'ai avancé. Mais ce que je trouve assez aberrant en France, c'est que voilà, quand souvent on nous demande de parler, nous les victimes, on n'est pas assez écoutés. Et ça, c'est la vérité. Voilà, c'est tout. Et ça change pas d'année, que ce soit il y a 20 ans ou il y a 15 ans, il y a 10 ans. Dans ce cas-là, ceux qui n'ont pas vécu des choses ne peuvent pas savoir. Est-ce qu'ils ont tenté de prendre contact avec toi? Non. Moi, j'ai essayé de faire quelque chose parce que je pars du principe que, comme a dit tout à l'heure, justement, Jean-Marc, moi, je me suis dit, je vais faire quelque chose. Il y a quelques années, puisque j'avais besoin de faire, parce que sachant que depuis que j'étais en France, depuis quand même des années, les Français m'avaient tout bloqué. Ils n'ont jamais voulu donner ma nationalité française, mes papiers, j'avais aucun papier. Donc, un jour, j'étais voir quand même ma tante, il y a 7 ans de ça. Donc je me suis dit bon, je vais quand même aussi aller les voir parce que j'en avais marre d'avoir peur d'eux, de faire des cauchemars. Donc j'ai été les voir et en même temps je suis quand même passé du temps avec eux et j'ai pu leur dire ce que je pensais. Voilà, donc ça déjà ça m'a fait du bien et j'espérais que maintenant ils me diraient que voilà qu'elle est désolée de tout ce qu'elle a fait. Non, tout ce qu'ils ont trouvé à dire c'est de dire qu'ils ne regrettent pas ce qu'ils ont fait et que pour eux c'était normal. Voilà. L'histoire elle est poignante effectivement. Elle est poignante et surtout ce qui me remet même en question sur ma personne, c'est que voir que Mason n'a pas de colère, il n'exprime pas de colère, il n'exprime pas d'amertume, il a vécu du racisme même à travers la police. Une colère intérieure peut-être. Oui, mais en tout cas, il la cache bien et il la contrôle. Mais posez-moi la question. Non, je n'ai aucune colère. La preuve, mon oncle m'attend. Il y a des gens qui m'ont contacté qui voulaient aller casser la figure, qui voulaient même aller faire des choses. Je dis non, ça ne sert à rien. Ça va rien m'apporter. Moi, déjà, faire ça veut dire que je serais devenu comme eux. Et c'est la pire chose qui pourrait m'arriver, de devenir comme eux. Voilà, tout simplement, j'avais pas envie. Et je vais aussi vous dire une chose, j'ai peut-être perdu la vue, mais pour moi, avoir perdu la vue, c'était une des plus belles choses qui m'est arrivée. Donc voilà, donc aujourd'hui, non, il y a pas de colère envers moi. Pourquoi vous dites ça? La preuve, j'ai même été voir un psy pour terminer. J'étais voir un psy, justement, qui à l'époque, parce que comme je voulais des enfants, j'avais peur de faire la même chose qu'on m'a fait. Et même là-dessus, au bout de 2 J'allais vous poser la question en plus. Au bout de 2 séances, elle m'a dit d'arrêter de venir, que j'étais plus équilibré que des gens qui avaient pas eu de problème. Voilà. Et pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement aujourd'hui j'ai une autre vision de la vie que je vois et je suis bien content de ne pas avoir, parce que quand je vois la connerie humaine et des scènes qui sont voyants, alors oui, je suis bien content d'être aveugle et je suis aussi content d'avoir peut-être, parce que avec ce que j'ai vécu, ça m'a rendu beaucoup plus fort. Aujourd'hui, j'ai pas envie de me tirer une balle à cause d'une petite bêtise, ou j'ai pas envie de faire une connerie à cause d'une petite bêtise. Je suis content, je suis resté dans le droit chemin, même après tout ce qui m'est arrivé. Et c'est là ma force. C'est une belle leçon de vie, effectivement. En tout cas, bravo, merci. Merci beaucoup. D'être là. Respect avec nous. total. Tu restes avec nous, voilà. Et puis on parlera un peu de ton art aussi, de tes motivations, des objectifs, de ce que tu as pu réaliser, de tes différents partenariats, etc. D'accord, merci. Reste avec nous en tout cas, sois le bienvenu. Hein, on s'occupe bien de toi ici, tu vas voir. Tu vas kiffer. Avec Hakim Moral, avec Jean-Marc Zébellus. Dans un instant, le zapping, messieurs dames. Si vous voulez réagir évidemment au premier thème qu'on a abordé, bon, je pense qu'on a été au bout en tous les cas. Concernant cette décision de la Cour européenne concernant le port du niqab et du voile intégral. Oui, on a dit qu'elles mettront des lunettes et des masques. Voilà, c'est ça, c'est proposition d'Hakim Moral. Hein. Vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez appeler évidemment 01 40 33 9000. Réaction aussi sur le mobile répondeur 06 18 21 56 41 24 heures sur 24 pour y déposer votre message. Et puis après le zapping, on écoutera le premier avis tranché, celui de Jean-Marc Zébellus. Alors, si j'ai bien compris, Jean-Marc Zébellus, tu vas parler des communautaristes? Oui, un petit peu en fait, on est en train tout petit peu de marcher sur la tête. Selon toi? C'est sur la tête carrément, parce que il y a des choses qu'on pourrait faire en allant alors comme Mason était très bel exemple, c'est-à-dire qu'il a fait une force de sa souffrance, un élément moteur. Et nous, justement, on fait le contraire. Quand tu dis nous, c'est? Nous, je fais partie, tous, les communautés, peu importe qu'ils soient noirs, blancs, musulmans ou autre chose. Aujourd'hui, on est stigmatisé. Le communautarisme, je ne dénonce pas le communautarisme. Je dénonce les gens qui sont à l'intérieur, qui l'utilisent, défendent, voilà, qui l'utilisent et en fait ne l'utilisent pas à bon escient. L'utilisent comme leur propre fonds de commerce.
Très bien. Donc je prendrai une personne en exemple qu'on puisse aussi s'en inspirer. Mason en est un, et j'ai une personne aussi, Rosa Parks, que je vais aussi un petit peu lui rendre un hommage par rapport à ça, et on devrait s'inspirer. Et après cet avis tranché, on parlera de Karim Benzema, puisque vous savez qu'il y a eu une décision aussi de justice rendue hier qui pourrait, en employant le conditionnel, peut-être suspendre toute toute procédure, à son encontre, en l'occurrence, le blanchir dans cette affaire. J'ai envie de dire tout ça pour ça, si on arrive là, heureusement pour lui, mais tout ça pour ça, puisqu'il a été privé quand même d'un Euro de football. On s'est privé, la France s'est privée du meilleur attaquant français dans le monde. À tout de suite. Le grand forum sur France Maghreb 2 jusqu'à 18h30 avec Hakim Ral qui est là et qui ne bouge pas de son siège, contrairement à certains. Jean-Marc Zébellus qui est avec nous, bien sûr, aussi sur France Maghreb 2. Voilà, il est là, notre expert en immobilier. Bah, tu sais, est-ce que c'est un expert en immobilier, Hakim, hein? Ça doit, pendant la pub, aller faire des affaires, hein, voilà. Je sais pas. Bah oui. Pour compter ses commissions? Voilà, c'est ça. Un truc comme ça? Ah, un grand capitaliste. Non, je dirais pas ça. Mais c'est bon, le travail, c'est bon. On encourage le travail, c'est bon. J'ai décidé aujourd'hui, en ayant une certaine pudeur intellectuelle, j'ai décidé de ne pas riposter à vos attaques après tout ce que j'ai entendu. Ouais, je te sens fatigué. Donc avec tout ce que j'ai entendu par rapport à quelqu'un qui a subi certaines choses et qui a subi le pire, qui a pas riposté. Donc le si peu que je subis ne mérite pas. Ah bah c'est bien, ça nous fera des vacances. Ah, c'est bien. Profitons-en. Ça va pas durer. Ça nous fera des vacances. Mais nous on va pas se gêner, t'inquiète. Mason qui est avec nous en tout cas sur France Maghreb 2, vous avez peut-être entendu son témoignage très dur, très poignant, très poignant, fort. Une belle leçon de vie. Une belle leçon de vie. Malgré toutes les souffrances qu'il a subies, il est toujours là et très productif, une envie de vivre absolue. Et finalement, de son handicap, total. il en fait une force aujourd'hui, en mettant au service finalement. Mason, si je m'abuse, tu mets au service donc de d'autres aveugles cette possibilité, par exemple. Donc, alors on va essayer d'expliquer rapidement. On en parlera plus en détail tout à l'heure, mais c'est quoi en quelque sorte? C'est de noter en braille les vêtements, de permettre aux non-voyants, c'est vrai qu'on peut se poser la question. Oui, la technique, oui. De marquer en braille pour spécifier le vêtement en question, la couleur. Pour que ça soit beaucoup plus facile. Et je pense par exemple à beaucoup de femmes qui sont non-voyantes et qui sont mariées d'ailleurs avec des personnes voyantes parfois, mais qui font les mêmes tâches qu'une personne, j'allais dire, valide en quelque sorte, puisqu'elles s'occupent de la maison, du ménage, du repassage, etc. Et cette technique que tu proposes va leur faciliter la vie? Voilà. En fait, déjà pour te raconter, parce que ce qui est passé, c'est que quand j'ai parlé de la vue, j'étais dans une école qui s'appelle l'IDES, et qui est dans le 14e, j'étais un peu marqué, parce qu'un jour, j'ai un ami qui est venu me chercher, et à la sortie de l'école, c'était un vendredi, voilà, on n'était pas loin de l'école. Et ce qui s'est passé, c'est que cet ami qui est venu me chercher, il m'a dit, à un moment devant l'école, il me dit, ah, c'est dommage, le pauvre, parce que j'avais un ami qui m'a dit au revoir, qui m'a dit au revoir. Je dis, ah bon, mais pourquoi tu dis ça? Il fait, tu verrais comment il était habillé. Et cet ami qui avait 17 ans, moi j'avais 14 ans à l'époque, il avait mis justement un pull rose Barbie, un pantalon de velours vert et des baskets orange, Ah oui, orange c'est Fanta. un style un peu particulier, quoi. Ouais, mais le pauvre, en fait, c'est parce qu'il avait personne pour le conseiller. Ouais. Et donc, moi, j'avais l'envie de réaliser le rêve de ma mère qui était mannequin chez les modélistes. Donc, je me suis dit, plus tard, je deviendrai styliste. Quand j'ai pas de la vue, j'ai dû trouver un système pour une manière de travailler, justement. Donc, je me suis dit, si je crée une marque de vêtements, je veux qu'elle soit aussi pratique pour les voyants et pour les personnes qui sont C'est une marque de voyantes. vêtements dont il s'agit. Voilà, c'est une marque de vêtements. Qui s'appelle? Alors, la marque s'appelle, comme la maison de couture, Mason Ewing. Voilà. Mason Ewing. Voilà, Comme exactement. Dallas. La famille Ewing. Ah. Voilà. Elle est facile, celle-là. Facile, je suis désolé. Ouais. Voilà, qui est mon vrai nom de T'as famille, m'apporté. parce qu'on me l'a fait souvent, le coup. Ah oui. Voilà. Ouais. Donc, D'accord, c'est-à-dire la personne non voyante, au moment de s'habiller, elle sait ce qu'elle met et Voilà. la couleur. alors et la comment ça taille. marche? Comment ça marche Hein concrètement? Comment ça marche? Tout simplement, j'ai réussi à trouver le système du braille. C'est vrai qu'à l'époque, quand j'ai eu cette idée, tout le monde a cru que j'étais un peu fou parce que je suis parti partout, voir des imprimeries. Il y a eu personne qui a voulu tenter l'aventure parce que c'était très compliqué, ça n'existait pas, c'était difficile. Et j'ai mis 2 ans pour trouver le système. Donc, le système que je garde pour moi. Aujourd'hui, j'ai par exemple ce polo que j'ai sur moi, ça fait, 8 ans que je l'ai. Je le lave souvent, à chaque fois, Ça part pas la machine. Ah non, mais le braille, Parce que le braille s'efface normalement. Ah non, là, il part pas, le braille, il part pas du tout. Il est où le braille? Il est derrière là. Dans l'étiquette? Non, il est derrière. Regardez, et eux ils ont des t-shirts sur eux. Ouais. Ah ben moi je peux pas mettre de. Voilà. Ils ont des t-shirts. D'accord. Il Ok. est où? Kim, raconte aux auditeurs parce que c'est de la radio. Alors, il a 2 amis avec lui, donc un des amis porte un t-shirt, un beau t-shirt bleu avec D'accord. un logo, c'est un bébé. Ouais. Voilà, un bébé avec des Qui s'appelle Madison. qui D'accord. s'appelle Madison, donc l'enfance. Mais Et- ça se voit? Et oui, et t'as touché, devant, ouais, ouais, devant, on Ouais, c'est voit pas qu'il y a mal, du braille, on sent au toucher qu'il y a du braille. Alors, et là, c'est écrit quoi, Mason? Là, sur le t-shirt bleu de notre ami.
Ben, c'est marqué sur tous les t-shirts, c'est marqué l'activité du bébé Ouais. et la couleur, comme tu as dit bleu. La couleur, D'accord. justement. En fait, ça permet aux personnes non-voyantes de savoir ce qu'ils portent sur eux et d'harmoniser. Et là, D'accord. je vais aussi faire les tailles parce que je trouve que c'est pas normal que quand on va dans les magasins, Oui. c'est pas normal qu'il y ait rien. Et moi, ce que je voudrais, c'est que justement que le braille soit maintenant sur tous les vêtements, parce que Au même titre voilà. qu'il est sur les médicaments, vous avez remarqué. Oui. Sur les Oui. médicaments, Ouais. ça fait quand même quelques années que quasiment tous les médicaments sont marqués par une inscription en braille. Ce qui permet, là aussi, c'était une problématique pour les non-voyants, quand on a Ben, beaucoup de médicaments à prendre. moi, je trouve pas ça très efficace. franchement. Et je pense qu'on devrait à l'avenir aussi ouvrir une matière à l'école, même pour les personnes voyantes, qu'ils aient la possibilité aussi d'apprendre le braille. Mais en gros, c'est révolutionnaire ce que tu fais, Maïs. Voilà, exactement. Bah, en C'est fait, c'est la génial. première, c'est la première. Et ça n'existait pas avant, ça? Non, ça n'existait pas. Waouh. Alors pourquoi tu dis que les médicaments c'est pas révolutionnaire? Bah, tu trouves pas ça Ah non, très utile? c'est pas l'idée que c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit je trouvais que c'était en fait parce que moi j'ai essayé de lire justement le braille qui est sur les médicaments comme plein d'autres non-voyants. On trouve vraiment que c'est très galère. Les points sont trop ils s'effacent. Alors que tu peux essayer le t-shirt, le toucher. Tu vois les points on les semble c'est de lent. Voilà. Bah, faut leur filer la méthode alors, à mon avis. Comment? Tu leur files la méthode au laboratoire Bah, pharmaceutique. sur un t-shirt et une petite Comme boîte, ça, sur c'est les pas médicaments, pareil. ça hein. s'y passera pas. Mais bon, a priori, bah, je connais Ouais. quelques personnes qui me disent que ça leur rend bien service, en tout cas. Ah bah tant mieux. Alors Ouais. s'ils arrivent de toute manière, tant Mais mieux. En tout cas, l'idée est géniale, Christophe. l'idée hein. est superbe, C'est-à-dire, l'idée. tu sais ce que t'achètes. Ouais. Voilà, c'est t'es non-voyant, mais tu connais la Tu peux couleur. aller faire ton shopping Et le, tout seul, tranquille. voilà, et le symbole, parce qu'en fait, le logo, c'est un bébé qui est dans différentes activités. Là, on a un bébé avec des ailes d'ange et une guitare à la main, un peu Un rock'n'roll. chapeau de cowboy. Voilà, et un autre bébé dans l'autre t-shirt de notre ami, sur un casque de football Je vois le mec. américain. Et le tien, fais voir, attends, j'ai pas vu. Il fait du foot. Il fait du foot. Eh ben, toi, il fait du foot. Ok. Ah ouais, génial. Et 10 ans, c'est ça? Ça fait 10 ans? Oui, celui-là 8 ans. Il est 8 super ans. bonne qualité, Ouais. le flocage en plus. Oui. Ah ouais? Bah, c'est la sérigraphie. Et parce que là, il nous a présenté son book. Et j'ai du mal à y croire que c'est lui qui a dessiné ces modèles. C'est vraiment exceptionnel. Pourquoi t'as du mal à y croire? Alors, chers Mais amis, c'est trop précis. en c'est- feuilletant c'est- le book, on voit des dessins, donc là Non, c'est mais plutôt féminin. C'est vraiment. On a des vraiment, très belles robes. Vraiment, vraiment génial. Voilà, plus ou moins ouvertes, plus ou moins fluides. Voilà, alors il y a de tout. Hein. Il y a des chemisettes, il y a des robes de soirée, des manches, Il y a de la haute il y a couture. de la haute Il y couture, a du prêt-à-porter. avec des chutes dans le dos, Des paillettes, des froufous. des c'est- paillettes, c'est- de la c'est- couleur. C'est vraiment C'est magnifique. c'est un peu Ah là là. incroyable. Les Non, mais voy- attends. Les voyants, excusez-moi, Mason. mais je peux terminer. Oui. Les voyants, vous êtes vraiment des phénomènes parce que, non mais c'est vrai, vous me faites Bah oui. rigoler. Eric Brun-Sanglar, il habite aux États-Unis, il décore tous les médailles de stars alors qu'il ne voit pas. Il y a des gens que chacun a son talent. Pourquoi vous les voyants, vous aurez le droit Ouais. d'avoir ce talent et pas nous? Je suis désolé, je suis pas d'accord Ah, avec il y en a non, qui sont non, voyants, ils ont pas ce talent. Hein. Non, non, mais je parle pas de ton talent. Je suis impressionné On est par ton impressionné travail. justement. C'est Alors, Je suis impressionné. Je revendique pas d'avoir magnifique l'exclusivité. cette pièce. Mais c'est quelque chose de vraiment exceptionnel ce que tu fais et qui nous dit que en ayant toutes nos facultés on n'est pas capable de faire ça. Donc voilà, tout simplement. Et Enfin, ça nous c'est- rappelle à C'est lui. les facultés que tu développes parce que t'as justement. Ouais, mais là un je sens en pense moins. qu'il a qui aussi sont, il a aussi un don, il a aussi voilà. il a aussi un don parce que Mais il suffit pas de vouloir pour Ouais, pouvoir. avec l'abnégation Exactement. et la volonté, on arrive à faire de grandes mais là, choses, hein, Jean-Marc. hein. ouais, mais Bien là, sûr, il y a du c'est- talent, ça, bien c'est- sûr, C'est bien pas sûr, une bien grande sûr. chose, c'est une chose exceptionnelle. Exceptionnel. Et en termes de business, quoi, de rentabilité, ça en est où? Le concept, parce qu'on est dans quelque chose de révolutionnaire. Au niveau de. Alors, Comment moi, ça peut se répandre au niveau mondial, Alors, ça? je vais te répondre à Kim, justement, comme tout à l'heure, les gens ont toujours du mal à en croire, les gens croient toujours que la France est un pays génial. Moi, on m'a fermé les portes, en tout cas. Je te Ouais. le dis, pendant des années, tout le monde m'a fermé les portes, personne n'a cru à cette marque, alors que les gens trouvaient ça génial. J'ai tapé aux portes, j'étais voir beaucoup, moi j'ai rencontré énormément de gens qui m'ont fait rêver, qui m'ont menti, qui m'ont fait, voilà. Sauf qu'à un moment, il y a 7 ans, j'ai fait une dépression parce que je suis tombé malade, je suis devenu diabétique, parce que j'en ai eu marre, donc je suis parti aux États-Unis. Je suis arrivé aux États-Unis et les Times ils ont fait un article sur moi en disant que j'étais un petit génie, un petit prodige. Ils comprenaient pas pourquoi les Français m'avaient pas aidé. Ah oui. Et là j'ai fini par enfin trouver un investisseur, donc j'ai pu sortir ma collection de t-shirts. Génial. Donc j'ai fabriqué aux États-Unis. Et là comme par hasard, quelques jours après on m'appelle pour me donner ma nationalité française alors que j'avais pas de papier. Attends, il y a. Extraordinaire. Alors que c'est la j'avais pas de mauvaise papier. foi. Alors que Bah j'avais oui. pas de papier, D'accord. donc voilà. Et puis là maintenant depuis 4 ans, ça marche bien. Je suis invité, j'ai pas mal de, je fais plein de défilés, je travaille pas mal de marques. Et Là, on peut retrouver tes produits où pour les Ah, non-voyants? alors mes produits, alors donc j'ai une vente en ligne qui est www. Alors Mason, c'est MASON
tout attaché shopping SHO2PING masonshopping.com. .com, d'accord. masonshopping.com, hein, nous, voilà. On dit non-voyant, mais toute personne peut les acheter. Voilà, hein, exactement, c'est des vêtements pour les voyants et non-voyants. C'est des vêtements pour tout le monde, parce que voilà, c'est ça. taillé. À la limite, ça se voit même pas que c'est floqué, enfin c'est marqué en Même braille. c'est super donc, original, parce qu'après même c'est une initiation au braille, C'est ça. même pour les personnes, Pour les enfants, voilà. pour développer le toucher. Voilà, hein. Mais regarde Hakim, chaque fois que je Ouais. fais un événement Ouais. et que chaque fois que je suis invité dans plusieurs événements, il y a plein de stands. Et ben chaque fois tout le monde est fasciné par le bébé, par le stand. Ah ben La quoi marque plaît beaucoup. Les bébés plaisent. D'ailleurs, il y a mon parent Olivier Lapidus et Emmanuel Petit qui sont derrière, qui me soutiennent beaucoup. Génial. Ils sont beaucoup battus pour Qui- cette œuvre. Qui aujourd'hui, Olivier Lapidus, qui a été nommé chez Voilà. Lanvin, c'est ça? Voilà, c'est ça qui est maintenant qui est devenu le dirigeant de l'Anvin. Qui est ton parrain, Voilà, exactement. Bah, en ton tout parrain cas, français. Voilà. Super. Emmanuel Petit, le footballeur, Oui, voilà. celui qui a marqué le 3e but le 12 juillet. Voilà, 98. D'accord, oui. très bien. Ah oui, effectivement, c'est vrai qu'on en parle pas beaucoup de ce 3e but, hein, mais pourtant il est important. Bah, c'est l'anniversaire aujourd'hui. Hein. Ouais. Ah oui, c'est aujourd'hui. Bah oui, c'est aujourd'hui, on est le 12 juillet, 19 Ah ans. oui. Bah oui, mon ami. D'accord, ouais, 19 ans, Coupe la du France Monde de était championne 98. du monde. Ah oui. On s'en souvient tous. Merci Zizou, si Ouais. tu nous entends. Et puis bah donc Emmanuel Petit aussi. Voilà. Emmanuel Petit, oui, il a eu une belle passe. C'est Zizou qui l'a fait la passe C'était qui l'a fait la passe Je me rappelle. Oh, plus. je Il me y a rappelle pas- plus, mais en tout cas, Zizou en a planté Djorkaeff, deux. je sais plus. Zizou en a planté Ouais, les deux, deux Emmanuel premiers, Petit aussi. Deux Il a premiers fait le- magnifiques. Hein. Moi j'étais à côté des Brésiliens, je m'en souviens. Ouais, t'étais où Ils sont partis à la mi-temps, mesquine. D'accord. Ah ouais, ils en pouvaient plus. Mais ça s'est bien passé. Je veux dire, pas d'agressivité, tranquille. Ah, quoi. c'était une belle fête. Hein. Ah, c'était une super fête. Ah, alors la cohésion sociale, là, il y a plus de Mais différence. hein. cette Coupe du Monde m'a été marquée par Ouais. plusieurs événements. Zizou était pas dans le coup, et puis il Comment ça, résurgit. Zizou était pas dans le coup Non, pendant la Coupe du Monde, il fait pas une super Coupe du Monde. Il avait eu un carton, il avait des blessures, c'était un peu compliqué pour lui. Et puis, comme tous les grands joueurs, ben il D'accord, un phénix ok. qui renaît Tu peux de faire ses ça. cendres et qui nous ramène. Non, il a pas fait une super Coupe Non, du mais Monde. je suis d'accord avec toi. Mais il renaît de ses Parce cendres que et la il nous finale, ramène c'était la contre victoire. le Brésil, il leur a Voilà, fait la voilà. misère. Hein. ah ouais, Ouais, là, il nous misère. ramène la victoire. De toute façon, quand on joue une finale, c'est pour la gagner. Hein, sinon, ça sert à rien. Tout à fait. En tous les cas, Emmanuel Petit qui encourage Mason, c'est une C'est très bien, bonne chose. c'est bien. Bon, on sait que, en tout cas, les rapports sont pas très bons entre Petit et Zizou. Hein. Ça Bon. c'est clair. Bon, c'est moi qu'on puisse dire. Alors, on va passer maintenant au zapping. Reste avec nous, hein, Mason, en tout cas, tranquille, Ok. tu vas voir. Voilà, c'est un talk, c'est sur France Maghreb 2. Les auditeurs peuvent aussi appeler quand ils le veulent, quand ils le souhaitent. On intercepte les appels en direct. 01 40 33 9000. Par le biais aussi des mails lgf@francemaghreb2.fr. Via aussi le mobile répondeur qui est à votre disposition, lui, 24h sur 24. Il ne dort jamais. 06 18 21 56 41. Voici le zapping. Alors, dans le zapping aujourd'hui, on va parler du Parti des Républicains qui a donc décidé de remettre à plus tard sa décision. Elle était pourtant cette décision très attendue, devant déterminer la future orientation du mouvement. Est-ce que oui ou non, les élus qui ont répondu à la main tendue par Emmanuel Macron, est-ce que ces élus doivent être exclus du parti? Réponse donc attendue à l'automne avec le verdict d'une commission spéciale. Ainsi en a décidé le Parti des Républicains hier soir lors d'un bureau politique. Pour la sénatrice Fabienne Keller, qui est proche des Macron compatibles, c'est en quelque sorte reculer pour mieux sauter. Écoutez-la. C'est une sorte de formulation compliquée qui a été trouvée, mais qui de fait revient à une exclusion avec une possibilité de recours auprès d'une commission, puisque celle-ci est prévue par les statuts. Mais je regrette que notre mouvement, qui bien sûr vit un moment difficile, on a perdu la présidentielle, écarte ainsi de grandes personnalités de son mouvement. Je rappelle qu'Édouard Philippe a été le premier directeur général de l'UMP, à l'époque l'UMP voulue par Juppé, qui est une UMP qui rassemblait. On n'est plus du tout dans cette démarche-là ce soir et je le regrette. Voilà les regrets de Fabienne Keller, donc qui estime en quelque sorte qu'il n'a pas de suspense finalement sur la décision que rendra la commission concernant les élus LR Macron compatibles. Hakim, Jean-Marc, votre avis là-dessus Bah, sur ce bureau politique attendu? La question en fait qui au centre de cette affaire là, c'est que c'est le coup de magistral plutôt qu'a fait Emmanuel Macron. Donc c'est comme si qu'il avait détruit complètement les deux partis politiques principaux en France, la droite, la gauche. Ça devient des questions existentielles pour l'avenir du parti même. C'est-à-dire Macron a réussi à tuer les partis, hein, on va dire, en utilisant les deux. Ouais. Maintenant la question, est-ce qu'ils stratégiquement, est-ce qu'ils vont les renvoyer du parti parce qu'ils ont adhéré au gouvernement? Ma petite idée, ça serait de dire que si ils renvoient, c'est-à-dire ils les sortent du parti, ils leur enlèvent leur carte d'adhérent des Républicains, ça c'est tout bénef pour Macron.
C'est que c'est la bêtise à pas faire selon moi. Jean-Marc, est-ce que tu partages l'avis d'Hakim? Je ne partage T'as pas le droit de dire forcément. oui, Non, mais je partage pas forcément ce qu'il dit. Tout simplement, ce qu'il faut dire, c'est que ils sont dans une stratégie. Le LR, ils veulent pas non plus, parce que quelque part, c'est avoir un pied à l'intérieur du parti qui a la majorité. Donc, ils sont surtout sur une stratégie, et puis tout ce qu'ils disent sans passer à l'acte. Pour moi, ça veut rien dire du tout, ça veut absolument rien dire. On est dans une petite manipulation. Donc t'es d'accord avec Fabienne politique. Keller finalement? Oui, reculer pour mieux sauter, quoi. Ouais, quelque part, ouais. Alors, il n'est pas du même avis qu'elle. Lui, il est sénateur Roger Carucci qui l'a déclaré. Écoutez. S'il y a une commission qui va les auditionner, c'est qu'ils sont pas exclus. Parce que s'ils étaient exclus, il n'y a rien à dire. Il n'y a plus que des recours. Que cette commission fasse un rapport d'ici 3 semaines, 1 mois, c'est plutôt une ouverture qui, à mon avis, doit permettre à chacun de s'expliquer, de ne pas décider dans la précipitation, puis on verra ce que nous disent les 3. Alors des trois, en l'occurrence, autrement dit les anciens ministres Patrick Ollier, Jean Leonetti et l'actuelle vice-présidente du Parti des Républicains Isabelle Le Callennec, tous trois qui dirigeront donc la commission spéciale chargée de trancher d'ici l'automne sur le sort des élus Macron compatibles. Pour deux d'entre eux en tout cas, la décision a déjà été prise lors du bureau politique d'hier soir. Ils sont suspendus de leurs fonctions. Il s'agit du secrétaire général Gérard Darmanin, président de la fédération LR du Nord, et d'un autre secrétaire départemental de la fédération LR de l'Eure, cette fois dans l'ouest de la France, Sébastien Lecornu. Ces deux-là sont exclus. Et ça veut dire qu'ils réintègrent le parti En Marche? Ça veut dire qu'ils sont exclus des LR. Après, mais derrière tout ça, j'ai envie de poser une question. J'ai envie de dire, mais qu'est-ce qu'on cherche? L'intérêt de la France avant tout, le supra-intérêt de la collectivité, de la nation, de la République, ou l'intérêt d'un parti? Je veux dire que s'il y a quelqu'un qui fait partie, il est d'un parti, et qu'aujourd'hui il œuvre au sein d'un gouvernement, et ce qu'il fait c'est dans l'intérêt de la France, pourquoi chercher à l'exclure? Quel est l'intérêt? Chercher à l'exclure de son parti d'origine, Oui, de son parti. Voilà. Bah, Quel est l'intérêt? S'il est là pour œuvrer dans l'intérêt de la France, quel est l'intérêt de le sanctionner? Jean-Marc, je pense que c'est un peu simple ce que tu dis, parce que il y a des positionnements politiques, que ce soit de droite ou de gauche, ou du centre, ou d'extrême droite, d'extrême gauche, qui sont totalement différents oui, les mais uns des autres. Il y a des familles politiques. On va pas prendre une position. Il y en a qui privilégient la mainmise de l'État, l'interventionnisme, donc providence. Il y en a qui disent non, il faut laisser libre cours. On cherche. Non, mais on va pas jusqu'à là. On cherche l'intérêt de la France avant tout. Mais l'intérêt de la France, ça veut dire c'est quoi? En fonction de là, c'est l'intérêt du parti. Politique. Oui, mais il y en a, ils vont dire par exemple la France, elle doit sortir de l'OTAN. D'autres ils vont dire non, elle doit rester à l'OTAN. Mais ça n'a aucun rapport. Il y a des politiques qui vont je dire parle pas de ça. On va faire plus de redistribution. Je parle pas de ça parce que à des l'intérieur, richesses, on va faire plus d'impôts. Il y en a qui disent on fait moins d'impôts. À l'intérieur du LR, ils ont pareil, ils sont plus à droite, un peu plus du centre, un peu plus du gauche. C'est-à-dire qu'on a diverses tendances. Dans les familles, à travers un parti. Mais ça reste à travers un parti. Oui. Donc le but aujourd'hui, c'est d'œuvrer pour la France. C'est tout. C'est l'intérêt supranational. Ok, alors donc si il y a un monopole, donc si on suit la logique, on pousse jusqu'au bout. S'il n'y a qu'un seul parti, ça veut dire ça va être quoi, une dictature? Non mais on n'est pas en train, ils ont pas adhéré au parti. La frontière, ils n'ont pas adhéré au parti. Elle est fine, hein. Et le fait d'avoir différents partis, ça permet une opposition, des débats. Non mais je ne parle pas de ça. Je parle du fait que ces personnes n'ont pas quitté leur parti et sont au service du gouvernement. Il y a des ministres socialistes, il y a des ministres LR et mais tout, leur parti etc. les exclut. C'est pas pour autant que le PS a exclu son ministre. Ouais. Ouais, donc, le PS pour ce qu'il en reste. Le PS, je crois, c'est le plus impacté d'ailleurs. C'est mieux parler des Républicains, c'est plus sérieux. Non, on peut. C'est mieux parler des Républicains. Non mais c'est l'épée. Arrêtez de taper sur le PS. On tape pas le PS. C'est pas. Mais on s'en fout. Le but n'est pas de savoir ce qu'est le PS. On est en train de dire. Je te pose la question. Il y a des gens du MoDem, il y a des gens du MoDem, il y a des gens du PS, il y a des gens d'En Marche. Je sais, mais je te pose la question moi. N'oublie pas, Jean-Marc, t'as dit que t'allais rester calme aujourd'hui. Les deux partis historiques. Attends, Jean-Marc. Les deux partis historiques avec ce qu'a fait Macron. Quel est le plus impacté, les LR ou le Parti socialiste? Le Parti socialiste. Jean-Marc, je te pose la question. Pour moi, oui, pour toi, oui. Le plus impacté pour moi, c'est LR. Oh là là. Mais en quoi le plus impacté? La preuve en est qu'aujourd'hui, qu'ils veulent prendre d'exception contre ceux qui sont dans le parti. Ils ont encore la possibilité de le faire. Le Parti socialiste, il y a même plus rien. Pour
pour ceux qui sont dedans. Pour moi, c'est ça le Christophe, plus pourquoi tu te impacté. casses la tête? Aujourd'hui, on est en train de Russe vouloir Pérignon dire. va être vendu à Il y en a aujourd'hui plusieurs qui veulent lancer un mouvement au sein du LR. Il y Oui, en a bah, plusieurs à qui gauche, veulent. alors parlons-en à gauche. Alors, hein. non. Hamon, de côté Aubry, enfin ils veulent tous lancer leur mouvement Non, mais aussi. c'est pas grave. La Ils ont gauche déjà reste la lancé le gauche. mouvement de la L'idéologie gauche. reste C'est l'idéologie. Macron, la nouvelle gauche. Ça, c'est pas progressiste. important. Il était dans le gouvernement de François Hollande, Macron quand ne même, s'est jamais révélé comme étant de gauche. Si, il a dit je suis socialiste et il a dit ailleurs je suis pas socialiste. Il a Voilà, dit, donc, Bah, et comme il a dit en Algérie, une chose, et puis en France, il a dit autre chose. Bon, alors, on passe à autre chose, messieurs, parce qu'il faut qu'on avance quand même. T'as vu, Messon, c'est très ambiancé ici, hein, tranquille, hein. Je vois ça. Voilà, tranquille. Si tu veux prendre la parole, d'ailleurs, si tu veux, n'hésite pas, en tout cas, hein, fais comme chez toi. Ah non, la politique, je vous laisse ça pour vous. Très bien. Eh bien, on va parler justement d'autre chose. Hier, le Parlement était réuni, vous le savez, en session extraordinaire pour voter les lois de la loi travail, hein, en ce moment, en question, en débat, par ordonnance, je précise. Et au moment où François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale, a donné la parole au député communiste Jean-Paul Dufresne, le président de l'Assemblée nationale s'est laissé aller à quelques insultes. Ces paroles ont été repérées par Politis et ont créé la polémique sur les réseaux sociaux jusqu'au banc de l'Assemblée nationale, puisque 2 heures plus tard, un autre député communiste, Sébastien Jumel, a fait remonter l'incident. François de Rugy a tenu à réagir immédiatement. Je propose la séquence donc de l'insulte et de la réaction du député en question. Ça s'est passé donc hier, ça ne s'invente pas, à l'Assemblée nationale. Les deux, écoutez, c'est magnifique. Polémique et sociaux. La parole est maintenant à Monsieur Jean-Paul Dufresne. Putain, il est chiant. Je souhaite faire un rappel au règlement. J'ai sur Twitter, à l'heure où nous parlons, Politis, qui est attentif à nos débats, fait état, avant l'intervention d'un député communiste, Jean-Paul Dufresne pour ne pas le citer, putain il est chiant lui, avant qu'il parle. Et donc je voulais simplement faire un rappel au règlement pour dire que, quelles que soient les interventions des parlementaires, qu'ils soient dans la ligne du gouvernement où le président de l'Assemblée et le président de l'Assemblée est filmé, considérant que camarade député est chiant lorsqu'il parle. Et donc, je n'ose penser que c'était de lui dont il s'agissait. Donc je veux faire un rappel au règlement pour dire que, quelles que soient les opinions défendues dans cet hémicycle, nous puissions valablement les défendre dans l'intérêt des électeurs que nous représentons, des territoires dont nous sommes l'émanation et de la République dont nous sommes la représentation. Monsieur Jumel, je tiens à vous dire, j'ai moi-même vu également ces commentaires sur les réseaux sociaux et je tiens à vous dire avec la plus grande solennité que ça ne s'adressait aucunement à un député ni de votre groupe ni d'un autre groupe, que j'ai informé d'ailleurs votre président de groupe, André Chassaigne, dès que j'ai eu connaissance de ces commentaires sur Twitter, qui sont une mauvaise interprétation. En effet, je pensais que mon micro était coupé et je réagissais à un message que j'avais reçu par SMS. Voilà. Donc ça ne visait en aucun cas et jamais je ne me permettrai d'avoir de tels propos, ni aucun, je pense, président de séance à l'égard d'un des collègues de cette Assemblée. Je tiens à ce que les choses soient le plus claires possible. Donc à la limite, je vous remercie de me donner l'occasion de faire cette mise au point au micro. Et j'espère du coup que les commentaires sur Twitter, journalistiques ou autres, ne manqueront pas de s'arrêter immédiatement. J'en doute quelque peu, mais ce n'est pas grave. En tout cas, en écoutant le président de l'Assemblée nationale, c'est peut-être l'un des plus ennuyeux à écouter, hein. Je vous le dis franchement, François de Rugy, mais il va falloir qu'il prenne un peu des médicaments pour qu'il accélère un peu le mouvement, parce que il a l'air, on se croirait au Sénat, non? Ouais, mais ils ont pas été élus pour nous divertir. Ouais, non, mais voilà. D'accord, mais là, quand même, je te dis, on se croirait à la maison de retraite du Sénat, là, non? Ouais, bof. Bon, d'accord. Voilà pour ce petit incident. Donc, les commentaires quand même continuent, hein, sur les réseaux sociaux, ça continue de faire polémique. Tiens, pour finir dans ce zapping, mon cher Hakim, Jean-Marc, interrogé par un média local marseillais, l'acteur Gérard Depardieu parle de l'Algérie, qu'il connaît d'ailleurs très bien, parce que vous le savez, il y a un vignoble là-bas. Ouais. Il parle de la jeunesse algérienne. Écoutez, c'est du Gérard Depardieu, comme on l'aime. J'étais voir l'Algérie il n'y a pas longtemps. Je pense, et puis surtout à Annaba,
Mais il y a beaucoup d'ennuis. Ils sont en train de refaire le long de la promenade sur la mer. Mais j'ai vu que la jeunesse s'ennuyait beaucoup puisque le gouverneur n'était pas à la hauteur. Je pense qu'ils vont le changer parce que c'est vrai que c'est une très belle ville et les ruines de Hippone, ils ont fait une basilique, on croirait un gâteau. Et il faut aller vraiment dans les ruines romaines pour voir à peu près ce qu'était la vie de Hippone, Hannaba, et puis qui était Saint-Augustin. Voilà, c'est donc je suis allé là-bas en pèlerinage. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont algériens, il y a beaucoup d'Algériens qu'on reconnaît mais qui ne disent pas. Et que moi je leur dis, il faut dire d'où tu viens, faut dire que tu es algérien, c'est une fierté. Et c'est vrai que c'est une fierté, puisque moi j'ai été élevé dans une cité où il n'y avait que des Algériens. Malheureusement des harkis, que ces gamins qui étaient envoyés par des présidents à la con en Algérie faisaient des ratonnades. Et moi j'habitais dans la cité, et j'avertissais mes copains algériens, disant attention, ils vont attaquer là, là, là. Et c'était lamentable. D'ailleurs, même à Marseille, j'ai tourné, quand j'ai fait ce film sur les boulistes, Ahmed Khelif, là, on a tourné dans une cité qui accueillait les harkis, des gens qui sont battus pour la France, et quand l'autre, je sais pas, c'est quoi, c'est Hollande, enfin, je sais pas, c'était un œuf avec deux pattes, un connard Hollande, qui a fait deux, trois réflexions sur l'Algérie, mais ils ont oublié ce que les Français ont fait. Moi, j'ai jamais oublié. J'ai un vignoble là-bas à Tlemcen qui s'appelle le domaine Saint-Augustin, où on a 150 hectares. Mais bon, Bouteflika, avant qu'il ne tombe malade, m'avait dit t'en fais pas, il y a un moment où ça sera plus 60-40, on va s'arranger. Mais je lui dis mais je veux pas m'imposer, je connais les douleurs et les souffrances, et en tout cas la dernière fois que je suis allé, c'était il y a 2 mois, j'avais le scooter, un beau T-Max, et puis j'ai fait le tour plusieurs fois de la ville, à la Madrague, et c'est vraiment j'ai vu qu'ils refont tout Alger, ils repayent. C'est une ville absolument étonnante. Il y a l'opéra qui a été offert par les Chinois, et je vais essayer de faire quelque chose là-bas parce que les mecs sont paumés. C'est un grand théâtre qui est énorme, qui est un peu en dehors d'Alger, et c'est vrai qu'ils ont un no man's land autour de cet opéra, mais l'opéra c'est très grand, c'est les Chinois qui ont offert ça. Mais est-ce qu'il y a des gens, il faut faire venir les gens à l'opéra, il faut faire... Enfin, j'y suis, j'aime beaucoup l'Algérie et je vais y retourner. Voilà les confidences de Gérard Depardieu sur l'Algérie. Ah bah il en a dit des choses, hein. Pas mal, hein. Ah bah il a parlé des colonisations, des harkis, de Bouteflika, des Algériens, des gens qui sont sur place, des jeunes. Il en a parlé des choses, hein. Hollande riche, aussi, où il a été très élogieux à son encontre. Voilà. Hein. On peut le dire. Bon, on sent qu'à la fois il y a de l'émotion dans ce qu'il dit, à la fois il partage certaines douleurs, il est conscient d'une certaine histoire. Ouais, donc il y a pas mal de choses à dire, et puis à la fin, en fait, c'est comme si qu'il réfléchissait en parlant, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, je pense qu'il avait un petit coup de trop aussi. Pourquoi? Sa façon de parler, de traîner la langue, je pense qu'il ne veut pas être il est pas tout jeune, hein. Ouais. Il est tout jeune quand même, Depardieu. Il a 22 ans. Ouais, voilà. Les accusations de Jean-Marc, il accuse même Gérard Depardieu. Oh là là. Pourquoi ça te paraît inconcevable qu'on puisse parler de l'Algérie comme ça? Non, c'est sa façon de parler. Voilà. Non. Mais ça, il dit pas que des conneries, hein. Ah bah non, loin de là. Hein. Bon. Il dit pas que des conneries. Dans un instant, messieurs dames, de retour avec nous, et nous irons aussi à Marseille pour parler d'une projection d'un événement quelque peu oublié. Aziz, bonsoir. Oui, bonsoir à vos invités là. Alors tu bouges pas, Aziz, parce que tu connais la maison, on a des impératifs pubs, on met un peu d'argent dans la caisse et on est de retour. À tout de suite, mon ami. Et on assure le salaire de Monsieur Fro. Oui, tout de suite. Voilà, le grand forum sur France Maghreb 2. Pas beaucoup de pubs, ça va, on est tranquille. Avec Hakim Rab, avec Jean-Marc Zébélus, avec Messon qui est venu nous présenter donc sa marque de vêtements. L'exceptionnel Messon. Marque de vêtements un petit peu particulière puisque... Non, elle est pas particulière, elle est exceptionnelle. Bah c'est un styliste qui est non-voyant, mots, toi, hein, et on peut retrouver Christophe. Qui lui appartient. J'ai eu le temps de regarder un petit peu sur internet son site web. Donc Mason
shopping.com. Ouais. C'est extra, donc on habille les hommes, les femmes, les enfants, il y a de la haute couture, il y a même de la lingerie. Les bébés. Et la spécificité, donc, c'est que c'est marqué en braille. Voilà. Il y a du t-shirt, il y a un petit peu streetwear, il y a là c'est des robes de soirée. Voilà. C'est vraiment très vaste. Hein. Et les prix, c'est abordable? Les t-shirts, j'ai vu $19. Ouais. Voilà, donc c'est pas des prix de luxe. 15 euros à peu près. Ouais. Voilà, c'est quelque chose. Hein. En tout cas, le concept, il est là. puissant. Il est là, il est puissant. Voilà. C'est-à-dire pour les non-voyants, il y a des inscriptions en braille pour qu'ils puissent savoir et repérer ce qu'ils portent, à savoir. Voilà, harmoniser. En plus, je précise que mes vêtements sont 100% coton. Voilà, mes vêtements sont 100% coton et 100% bio. Voilà, donc c'est important de le préciser et que je les ai aussi fait fabriquer aux États-Unis, parce que je voulais vraiment pas que ça soit fabriqué en Chine, puisque le logo de la marque c'est un bébé. Ouais. Et le but de notre entreprise et de l'entreprise, c'est vraiment parce qu'il y a un pourcentage qui va de l'argent qui va pour ma fondation, pour aider les personnes handicapées et les enfants maltraités. D'ailleurs là en septembre je vais au Cameroun, donc on va aller visiter avec les garçons, on va aller visiter une orphelinat pour aider justement les garçons des fournitures. Voilà. Bravo, super. Donc sa fondation s'appelle comment? Alors, ma fondation s'appelle SOS Madison International. Il y a notre site qui est www.sosmadissoninternational.org. Génial, génial. Super, ça bosse hein, du côté de chez Mason. Hein. Vraiment respect. Il a vraiment mis à tu nous parleras profit aussi tout à l'heure de son expérience de la vie qui était très dure. Le témoignage, j'en ai eu tout à l'heure. Ouais. Et en fait, t'as un lundi, message à faire passer, Mason. Hein. Ouais, c'est ça. T'es porteur d'un message très fort. Hein. D'espoir. Là, c'est pour ça que j'ai pris un bébé, parce que pour moi, c'est un symbole de la tolérance, l'innocence. Comme on dit, un enfant ne juge pas, il aime tout le monde. Parce que malheureusement, des fois, pas d'a priori. Voilà, exactement. Donc, il est très concret, Mason, Christophe. Hein, il est là, il est concret, effectivement. C'est un cartésien pragmatique. Tu nous parles vraiment aussi très concret, de ton expérience avec la télé. J'ai cru entendre ça tout à l'heure là. Télé, Festival de Cannes, il y a des gros projets pour toi, Mason. On en reparle tout à l'heure si tu veux bien. Pour l'heure, on va prendre la direction de Marseille avec notre ami Aziz. Comment ça va, Aziz? Oui, ça va, merci. Hein, bien entendu. Alors, Voilà, mon cher merci. ami Aziz, tu voulais nous parler d'une projection d'un film sur Marseille. Juste avant de parler de ça, juste pour dire que en 1830, les Français ont débarqué au centre, du côté de Sidi Fradjondi. Mais là, actuellement, c'est à l'est et à l'ouest. Hein. Donc, Gérald Depardieu, il débarque à l'ouest. Il y a un autre qui débarque aussi, c'est Arnold Schwarzenegger. Maintenant, il a élu domicile à Oran. Je sais pas si vous êtes au courant. Ah bon? Ah c'est super. Oui. En pourquoi? Oui. Élu domicile? Il fait dans ce qu'on appelle dans le photovoltaïque, tout ce qui est voilà, les affaires, le business solaire là. Oui. Il se lance dans ça, mais ce qu'on appelle Oran est considéré comme région pilote pour lui, voilà. Bon, voilà. très bien. C'est pas pour ça que je vous appelle. D'accord. Voilà. Bon, alors la projection, c'est quoi, Aziz? Raconte-nous. Alors donc, c'est la projection. On va parler d'un passé qui ne passe pas malheureusement. Hein. Ouais. Donc, c'est le film de Daniel. Alors, c'est difficile de le dire. Komferstein, on va dire comme ça. Donc, le film s'appelle les balles du 14 juillet 1953. Ouais. Les balles avec 2 LES. Hein. Donc, je crois que vous en avez parlé déjà vendredi. Effectivement, un peu, on en a parlé de cet événement oublié du 14 juillet 1953 où il y a eu une répression assez sanglante, on peut le dire, contre les Algériens et un syndicaliste à l'époque. C'était Place de la Nation. Et d'ailleurs, il y a eu une plaque commémorative qui a été déposée la semaine dernière. Exactement. Grâce au travail de Daniel, donc, et nous, on projette donc ce film-là demain, hein, donc, à Marseille, à 19h30. Ça se passe, pour ceux qui connaissent Marseille, donc, au boulevard Longchamp, au local de Solidaire. Et pourquoi? Parce que bon, il y a d'abord ce passé qui ne passe pas en dit, mais le film aussi ouvre, questionne et pose un certain nombre de questions qui sont en lien avec l'actualité. Ouais. On parle de violences policières, et ces violences policières-là ont un passé, hein, donc il date ce genre de choses et on continue encore à en parler. Et ce film-là ouvre justement des perspectives pour qu'on puisse se mettre, je ne sais pas si on peut parler comme ça en ordre de bataille pour dire comment nous défendre, parce qu'il s'agit de se défendre actuellement face à l'ensemble des violences policières qui arrivent dans les quartiers un peu partout, hein, il faut le dire. Et ces violences policières se font de stigmatisation et de racisme. Parce qu'en 1953 aussi, les policiers, quand ils ont chargé
la manifestation, il y avait une certaine haine de ces gens-là qui défilent en plein Paris et qui disent nous voulons l'indépendance avec un drapeau algérien et le portrait de leur leader Messal El-Hadj. Et c'est cette haine-là qui s'est exprimée contre ces manifestants, parce que les manifestants et la manifestation était autorisée, il y avait d'autres cortèges, mais on s'est attaqué à cette manifestation. Il n'y avait rien de spécial, si ce n'est qu'il y avait un drapeau algérien et le portrait du leader indépendantiste. Donc voilà. Donc demain, alors on rappelle Aziz. On rappelle Aziz, donc demain à 19h. À 19h30, donc au local de Solidaire, 29 boulevard Longchamp, dans le 1er arrondissement à Marseille. Et soyez nombreux, amis Marseillais, Marseillaises. Merci beaucoup Aziz du bon plan pour demain. Sans prix, allez. En plus, aucune excuse, hein. Le lendemain c'est férié, donc vous avez vraiment le temps d'y aller demain. Tranquille. Alors, on va passer maintenant, si vous voulez bien, à l'avis tranché de notre ami Zébélus. Et j'avoue que j'ai hâte de l'écouter, parce que il va nous parler de ceux, alors si j'essaie de faire simple, de ceux qui utilisent la religion. Qui manipulent le communautarisme. C'est ça, hein, Jean-Marc. En tout genre. Enfin, non. Il n'est pas que c'est-à-dire que. Attends, je lance le jingle et tu t'exprimes après. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Alors on va écouter et puis on va commenter après, Hakim, hein. Je te propose ça. Jean-Marc Zébélus pour son avis tranché. Tout d'abord, c'est un avis tranché qui parle justement d'un phénomène, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous subissons en tant que minorité certaines exactions, on est renfloué dans nos droits, on est stigmatisé, et certains dans nos communautés, peu importe, blacks, musulmans, tout ce qu'on veut, aujourd'hui, c'est pas une majorité, mais certains qui ont un petit peu de poids ne font pas les choses à bon escient. C'est-à-dire qu'ils font pas les choses de manière à ce qu'on puisse s'émanciper. C'est-à-dire qu'on puisse nous élever. Ils sont dans une revendication qui fait que on reste toujours dans le même système, on s'élève pas. On reste toujours à se plaindre et on est toujours dans le fait de toujours dénoncer. Mais concrètement, quand il s'agit de passer à des actes, à faire des choses concrètes, c'est la division entre tous ces pseudo-leaders. Et quand ils voient pas leur propre intérêt, on va pas de l'avant. Donc, je prendrai un exemple. Rosa Louise Macaulay Park, Dick Rosa Park, qui est né le 4 février 1913 à Tuckasegee, en Alabama. C'est une femme afro-américaine qui devint une figure emblématique de la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis. Ce qui lui valut le surnom de mère du mouvement des droits civiques de la part du Congrès américain. Rosa Parks est la fille aînée d'une famille de 2 enfants avec pour parents James et Leona Macaulay, respectivement charpentier institutrice dans son enfance. Elle a eu pas mal de problèmes de santé, dont une angine chronique. Après le divorce de ses parents, elle a grandi dans la ferme de ses grands-parents maternels, méthodistes, chrétiens. Elle porte d'ailleurs le prénom de Rosa en référence de sa grand-mère Rose, qui était la fille de James Percival, un Irlandais, et de Mary Jane Nobles, une esclave noire. Très attachée à ce que sa fille reçoive une bonne éducation malgré les entraves à la scolarité des Noirs, sa mère Leona éduque Rosa à la maison jusqu'à ses 11 ans. Puis, elle est envoyée à l'Industrial School for Girls, fondée par des familles blanches du Nord pour les enfants noirs à Montgomery, où habite sa tante. Elle commence ensuite ses études secondaires à l'Alabama State Teacher College for Negroes, mais ne peut les suivre jusqu'à leur terme, car elle doit s'occuper de sa grand-mère puis de sa mère qui tombe malade. Et le Ku Klux Klan, à cette époque, en 1928, faisait des manifestations, défilait en Pennsylvanie, avenue Washington. Elle se souvient de son grand-père qui montait la garde la nuit devant la ferme contre les actions du Ku Klux Klan. Sa jeunesse lui fait subir des affronts, du racisme. Le Ku Klux Klan a d'ailleurs brûlé à 2 reprises l'école qu'elle fréquentait à Montgomery Industrial School for Girls. Rosa Parks disait n'avoir pas eu une mauvaise impression des Blancs. Elle narre des détails racistes au quotidien, si vifs dans le sud des États-Unis, qui l'ont marqué, telles ces fontaines publiques réservées aux Blancs ou aux Noirs. Enfant, je pensais que l'eau des fontaines, pour les Blancs, avait meilleur goût que celle des Noirs.
Le 1er décembre 1955, cette jeune femme a participé au basculement de l'histoire des États-Unis en refusant de céder sa place à un blanc dans un bus de Montgomery, Alabama. À cette époque, l'apartheid à l'américaine réprime. Elle s'est assise pour que nous puissions nous lever. Paradoxalement, son emprisonnement ouvrit la porte de notre longue marche vers la liberté. Cite Jesse Jackson. Le 1er décembre 1956 à Montgomery, en Alabama, dans le sud profond, Rosa Parks, couturière de 42 ans, s'est en effet assise. Elle a plus exactement refusé de se lever pour céder la place à un blanc. Tel est le témoignage qu'elle nous a livré. D'abord, j'avais travaillé dur toute la journée. J'étais vraiment fatigué après cette journée de travail. Mon travail, c'est de fabriquer des vêtements que portent les blancs. Ça ne m'est pas venu comme ça à l'esprit. Mais c'est que je voulais savoir quand et comment pourrait-on affirmer nos droits en tant qu'être humain. Le chauffeur m'a demandé quelque chose que je n'ai pas eu envie de lui obéir. Il a appelé un policier et j'ai été arrêté et emprisonné. Il faut savoir qu'en 1954, dans l'arrêt Brown contre Board of Education, la Cour suprême avait déclaré inconstitutionnelle la ségrégation raciale dans l'éducation. Rosa Parks ne fut pas la première à désobéir. En 1944, Jackie Robinson, le premier joueur en or de la Ligue professionnelle de baseball, avait refusé d'être cantonné dans la partie du bus réservée aux non-blancs. Traduit devant une cour martiale, il fut acquitté. À Montgomery même, en mars 1955, une adolescente de 15 ans, Claudette Colvin, outrepasse l'interdit raciste, mais c'est l'acte d'une couturière anonyme qui sert de déclencher, de catalyseur dès le lendemain de son emprisonnement. Les Noirs boycottent la compagnie de bus. Les différentes associations et églises se fédèrent, je dis bien se fédèrent au sein du mouvement pour le progrès de Montgomery. Elle place à la tête un pasteur de 27 ans venu de l'attentat Martin Luther King. Le mouvement formule 3 revendications immédiates. La liberté pour les Noirs comme pour les Blancs, de s'asseoir où ils veulent dans les autobus, la courtoisie des chauffeurs à l'égard de tout le monde, l'embauche des Noirs. De l'année la marche des droits civiques, cette longue marche prendra presque une décennie avant d'atteindre sa destination, fera une étape décisive à Washington en août 1963 pour la grande marche des droits civiques. Le discours de Martin Luther King, I Have a Dream, en 1964 et 65, le président démocrate Lyndon Johnson signe respectivement la loi sur les droits civiques puis la loi sur le droit de vote. Quant à Rosa Parks, elle poursuivit son engagement, travailla avec le représentant afro-américain du Michigan John Converse en 1987, elle créa le Rosa and Raymond Parks Institute for Self-Development, qui organisait des visites en bus pour les jeunes générations en leur faisant découvrir les sites importants du mouvement pour les droits civiques. En 1990, Nelson Mandela, tout juste libéré de prison, lui rend visite à Détroit où elle a établi domicile. C'est là qu'elle décède le 24 octobre 1905. Dans tout le pays, les drapeaux sont descendus à mi-mât. Sa dépouille reste exposée durant 2 jours dans la rotonde du Capitole pour un hommage public. À l'autre bout du mal trône de statue géante d'Abraham Lincoln, le président qui abolit l'esclavage, promesse d'une noble nouvelle pour les Noirs en Amérique, qu'il fallut encore un siècle pour entrevoir. De l'annonce de son décès à son enterrement, les premières places de bus de Montgomery restèrent vacantes. On y trouvait une photo de Rosa entourée d'un ruban et cette inscription, la société de bus RTA, rend hommage à la femme qui s'est tenue debout en restant assis. En toute humilité, cette femme ne s'est jamais revendiquée être plus qu'un autre. Elle a toujours fait prévaloir la défense, la reconnaissance des droits des siens qui étaient discriminés. Merci Jean-Marc. Un peu long, hein. Un peu long, Jean-Marc Sébelius. Attention. Un peu long, mais c'est quand on parle de Rosa Parks, on peut pas en parler en 2 minutes. Et il faut quand même, c'est quand même quelque chose de magnifique, un geste qui paraît au départ anodin, de courage. Après tout ce qu'elle a vécu, de ce geste va naître un grand mouvement qui sera un catalyseur, un déclencheur vers une nouvelle ère des États-Unis. Et donc, alors, le rapport direct avec le communautarisme manipulé, c'est lequel? Parce que là, c'est-à-dire que cette femme ne s'est jamais revendiquée comme étant que le mouvement lui appartenait. Elle a toujours fait prévaloir la reconnaissance des droits, tout simplement. C'est-à-dire qu'elle n'a pas dit à un moment donné, les associations se sont fédérées. Elle n'a pas dit non, moi je veux pas ci, je veux pas ça. Elle a toujours laissé faire les choses. Elle a toujours apporté son appui.
Je prendrai plusieurs exemples. Vous avez des églises, vous avez pas mal d'églises de pasteurs qui sont en divergence. Celui a dit, faut pas aller dans cette église, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Vous avez des Noirs qui disent, non, nous, voilà, on reste entre nous, ça sert à rien qu'on cherche à être des Français, de toute façon, ils nous acceptent pas, etc., etc. Vous avez, après, chez les musulmans, des différentes associations qui sont jamais d'accord l'une et l'autre pour pouvoir s'unir quand on est discriminé, quand il y a un fait, inqualifiable, pour se mettre unis derrière ces choses pour avancer. Chacun monte une association, chacun est leader, mais de son côté. On ne se fédère pas pour faire valoir les droits, qu'on soit accepté avec nos différences et nos spécificités. La fédération n'est pas une obligation. Chacun de son côté peut agir pour émanciper, pour revendiquer, réclamer ses droits. L'exemple que tu as cité de Rosa Parks, c'est elle toute seule dans son coin, dans le bus, qui décide de pas se lever. Donc ça veut dire chacun dans son endroit, il lutte pour l'émancipation à la fois de sa condition, à sa manière, mais aussi pour toute l'humanité. Voilà. Non, mais à un moment donné, Hakim, pour moi, c'est pas une obligation. Il faut retenir. Il faut, ouais, mais ça, si. Fédérer tout le monde. Oui, il faut se fédérer à un moment donné. Quand il y a un fait. Hein. Non. On n'est pas obligé de penser pareil. Hein. On peut être divergé, mais pour un but commun, pour un objectif commun, à un moment donné, il faut s'unir. Quand on subit une discrimination, il faut arrêter, mettre de côté les égos pour pouvoir revendiquer. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout, mais on se fédère, on s'unit pour dénoncer. Quand il y a quoi que ce soit qui se passe, chacun est de son côté. À un moment donné, pour avoir de la force et du poids, il faut qu'on se fédère et qu'on mette de côté nos égos, nos idéologies, pour la cause. Oui. Alors, deux petites informations en bref avant de passer à ton avis tranché, mon cher Hakim. Ouais, ce sera plus court. Oui. Il y a intérêt. Il y a intérêt, oui, absolument. C'est lui qui dit ça en plus. L'information importante qui va peut-être intéresser les fans de Reda Taliani, qui a eu un accident grave hier en voiture. Il a été effectivement dans le coma, il y est sorti. Il se trouve quand même dans un état toujours grave à l'hôpital à Paris. Donc Reda Taliani. C'est un chanteur. Oui. Oui, un chanteur connu. Voilà. Reda Taliani, donc, qui est entre la vie et la mort, visiblement, à Paris, à l'hôpital. On lui souhaite évidemment un prompt rétablissement. Côté politique en Algérie, on a nommé un nouveau ministre du Tourisme, décidément aujourd'hui. Et puis, il se murmure, selon la presse algérienne, que le ministre des Transports pourrait procéder au limogeage du directeur de Air Algérie. Voilà. Petites informations que je vous glisse comme ça au passage. Avis tranché, Hakim Rahal, on va parler d'autre chose avec toi. Hein. C'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors questionez-moi, allez-y. L'avis tranché donc de notre ami Hakim Rahal. De quoi allons-nous parler, mon cher ami Hakim? Alors mon avis tranché, une réflexion toujours que je voulais partager avec vous, amis auditeurs, ça serait, on peut la titrer comme l'Afrique, avenir de l'humanité. Le continent africain n'a cessé depuis des centaines d'années, des millénaires, que de procurer richesse à la fois souterraine, mais aussi humaine. Hein, en faisant en prenant comme exemple le commerce triangulaire, l'esclavage, en prenant comme exemple l'accès illimité lors de la colonisation aux richesses naturelles. Aujourd'hui, l'Afrique, plus qu'avant, car elle s'est bien à toute proportion gardée, émancipée, organisée en État-nation, malgré beaucoup de doutes sur la légitimité, la souveraineté de chacun des peuples. Mais malgré cela, l'Afrique, tout doucement, prend son envol, est indépendante, et l'avenir africain, il paraît intéresser beaucoup, énormément, l'ensemble des autres continents, l'ensemble des autres puissances. Lorsque Emmanuel Macron, dans son discours, il nous fait une sortie maladroite encore une fois, après avoir fait la maladresse concernant les Comoriens, la maladresse qu'il a fait cette fois-ci, c'est en disant que oui, l'Afrique elle est surpeuplée parce que les femmes africaines sont trop fécondes. Donc, les données démographiques nous donnent le continent le plus peuplé, l'Afrique comme étant le continent le plus peuplé en 2050. En 2025, le Nigeria sera le troisième pays le plus peuplé au monde. L'Afrique renferme les ressources naturelles, les réserves de ressources naturelles les plus importantes. On a du gaz, du pétrole, du cobalt, du cuivre, des diamants, de l'or, du fer, du charbon, partout en Afrique. L'espace est immense. Pourquoi évoquer l'Afrique dans mon avis tranché? C'est pour dire que, ici en France, les personnes,
les Français d'origine africaine, héritières de la colonisation, finalement, ont la chance d'avoir cette double culture, d'être français et d'être africain. Cette chance-là, je trouve qu'elle n'est pas suffisamment exploitée. Je trouve qu'elle n'est pas seulement prise au sérieux. Selon moi, tous les Français d'origine africaine doivent se responsabiliser afin d'émanciper, de développer davantage le pays duquel ils sont issus. Les pays d'origine. Souvent, les Français d'origine africaine sont renvoyés à leur race, à leurs origines, à leurs défauts, à leurs spécificités, en tout genre. Là où la réponse intelligente devrait être faite, c'est que les Français issus, héritiers de la colonisation, et les Français d'origine africaine prennent conscience d'investir, d'exploiter leurs connaissances acquises, leur formation acquise en France, en Europe, pour les utiliser à bon escient dans un principe de développement et d'émancipation en Afrique et de s'intéresser eux aussi aux richesses et aux opportunités exceptionnelles qu'offrent les pays africains dont ils sont origines. Voilà. Merci Hakim. Tiens, je vais demander à Messon ce qu'il en pense de cet avis tranché. Tu te sens un peu concerné, non? Voilà. Ben, exactement. Moi, je suis d'accord avec Hakim pour ce qu'il vient de dire. C'est une des raisons pour laquelle, là, je pars, comme j'ai dit tout à l'heure, je pars au Cameroun en septembre. Justement parce que moi, je vais faire des choses là-bas. Justement, en dehors de, comme je te dis, là, déjà, je vais tourner un projet. D'ailleurs, je recherche des investisseurs. Si vous en connaissez, s'il y a des gens qui sont intéressés, parce qu'en fait, je vais tourner Coup de foudre à Yaoundé, que je vais tourner en décembre de cette année. Je pars 4 mois au Cameroun. Après 29 ans d'absence, parce qu'en fait, moi, ce que j'ai envie de montrer aux Français, c'est que l'Afrique n'est pas que misère, que dans tout pays, il y a la pauvreté, il y a la misère, dans tout pays, il y a des gens bien, des gens mauvais. Et donc, à Coup de foudre à Yaoundé, le long métrage que j'ai écrit, où dedans, il y aura, justement, mon frère Milan Ewing et Baba Wade. Et donc, je vais emmener, ça va être quelques acteurs blancs, français, qui vont aller tourner là-bas au Cameroun. Donc, il y en a un qui va tomber amoureux d'une belle Camerounaise, qui va dire mannequin. Et dans ce projet, on va voir d'ailleurs mon défilé de mode, il y aura Olivier Lapidus et d'autres personnalités, justement. Donc, là, on cherche moi, je suis d'accord, justement. Et mon but, par la suite, là, quand j'arrive au Cameroun, je vais créer, justement, je vais ouvrir les studios Ewingwood. Parce que je vais ouvrir des salles de cinéma, des salles de studio pour justement créer des salles de théâtre, des salles de couture et même des ateliers de bijoux, parce que je veux vraiment aider l'Afrique pour que l'Afrique puisse se développer, parce que on est vraiment très en retard. Il y a de quoi faire. Et ça, bravo. c'est pas normal. Bravo, voilà. Mason. Très concret toujours, Mason. Mais Mason, tu as vendu un téléfilm, un court-métrage à France 2? Alors exactement. Alors, donc en ce moment, j'ai un projet qui s'appelle justement Une lueur d'espoir, qui est l'histoire justement d'un jeune qui parle à vue. Et on va dire c'est mon histoire. Et il a été racheté par France Télévisions. Donc il sera diffusé sur France 2 l'année prochaine. Ils ont acheté 1000 € la page, donc j'étais très content. Et je compte le présenter l'année prochaine au Festival de Cannes. Et ce qui est génial, c'est que j'ai réussi justement à voir, j'ai demandé à Firmine, l'actrice de cinéma, celle qui joue dans Première Étoile, Firmine Richard, qui a accepté de jouer dedans. Il y aura l'animateur radio, qui est aussi acteur, Laurent Petit-Guillaume, qui me soutient depuis 11 ans. Et puis, justement, Edouard Montout aussi qui me soutient, voilà. Donc, c'est super vu. On a réussi à vendre. Lueur d'espoir s'appelle, hein. Voilà, Lueur d'espoir. On pourra le voir quand, Mason? Quand il va tourner, et en fait, quand il sera tourné, malheureusement, avec Cannes, ils ont une exclusivité. Vous aurez pas, personne ne pourra le voir tant qu'il n'est pas diffusé à Cannes. Ah oui, d'accord. Donc, ça sera en fin d'année après mai 2018, voilà. Bon, on sera attentif, alors. Voilà. Oui. Bon, comme ça te fera l'occasion de revenir nous voir. Exactement. Justement, il y a les garçons qui sont là, qui jouent dedans. Et les deux sont. Ah, ce sont deux acteurs. Alors, Milan, c'est mon frère. Et ça, voilà, c'est un ami, mais ils sont tous les deux acteurs, effectivement. Super. Moi, je pensais que c'était mannequin, parce qu'ils portent des beaux t-shirts sur eux, ils les portent très bien. Ah, c'est les mannequins aussi. On va dire ça comme ça. Bon, alors dans un instant, on va rappeler toutes les choses bien utiles te concernant, Mason, et merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation et d'être passé par nos studios aujourd'hui. Ce fut très agréable. Christophe Mason, il est complètement dans la vie tranchée. Hein. Il est investisseur en Afrique. C'est pour ça que je lui ai demandé sa réaction. Génial. T'as remarqué. Ah c'est très grave. Dans un instant, des coups de cœur aussi, et on parlera aussi sur un temps d'un peu de Benzema. Tu pourras aussi nous en parler. Là, c'est pas de la politique, Mason. Benzema, tu regardes un peu le foot? Enfin, tu regardes.
Tu écoutes, tu suis un peu le foot. Je regardais le foot avant quand je voyais, et puis maintenant j'ai pas trop le temps. Et puis je suis pas très fan du foot. En fait, je veux dire, je suis pas très fan du foot parce que je trouve qu'ils mettent pas assez en avant le foot, le CC foot. Et ça, pour moi, c'est dommage. C'est pour ça que je regarde pas non plus les Jeux Olympiques, parce que je pars du principe que le jour que je regarde les Jeux Olympiques, dans ce cas-là, qu'ils mettent autant en avant les jeux des handicapés, les paralympiques, que pour les valides. Et ça, il nous manque encore. Que ça commence un peu, mais on est vraiment encore très en retard. Et ça, c'est pas des choses qui sont normales, je comprends pas. C'est comme la maison Lubreuil, quand j'entends qu'elle a failli fermer parce que l'État français n'est pas touché par ça, alors que ce monsieur, grâce à lui, il y a des millions d'aveugles qui peuvent maintenant lire dans le monde entier. Et je trouve ça malheureux qu'on oublie ça, que la maison, heureusement que Faïda Saïdi, que je fais d'ailleurs une petite dédicace, qui se bat pour que justement la maison Lubreuil qu'elle reste pas fermée. Voilà. Et ça, je trouve ça aberrant. Très bien, allez, dans un instant, on est de retour pour la suite de ce grand forum avec Monsieur Zébélu Jean-Marc, qui a été calme aujourd'hui, Hakim, t'as vu, hein? Ouais. Oui, il peut pas faire autrement, c'est fini de toute façon. Hakim Oral aussi, qui est le Parti Socialiste. Mais je suis pas socialiste. Mais j'ai pas dit que tu es socialiste. Je suis pour l'idéologie du Parti Socialiste. Oui, mais elle est finie. Je suis pas socialiste. Ouais. Parlons d'Asselineau, même pas 1%. Ça t'es m'a Macron même pas maintenant voté pour lui. T'es plus Hamon, t'es Macron? Non, monsieur, je suis toujours de gauche. Donc t'es Macron, alors. Je ne suis pas Macron, monsieur. Je suis pas bon. Non, toi, on Macron, sait il que n'est pas de, non, Macron, il n'est pas de un gauche. mélenchoniste, Christophe. Non, Macron, il n'est pas de gauche, Christophe. Faut pas déconner. C'est Asselineau. À un moment donné, faut pas déconner. Exactement. Je suis du centre gauche et je suis fier. Ah, du centre gauche, comme Valls. Tu vas suivre Benoît Hamon quand il va faire son nouveau parti, là, non? Tu sais pas encore? Tu hésites? Pourquoi je vais le suivre? La nouvelle gauche. Bah, c'est l'idéologie de gauche, quand même. Ouais, mais c'est pas pour autant que je devrais le suivre. Allez, à tout de suite. Le grand forum sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous. Tiens, incident diplomatique, mon cher Jean-Marc Zébélus. Où ça? De quelle nature? Je sais pas, notre ami Aziz tout à l'heure qui nous a appelé de Marseille pour nous évoquer cette projection qui aura lieu demain concernant ces événements du 14 juillet 1953 me dit: merci Christophe, mais ce n'est pas sympa, cet individu se prénommant Jean-Marc Zébélus venu casser tout ce que je viens de dire. Mais en quoi il a cassé Aziz, je comprends pas. J'ai pas compris. Ouais, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe, Aziz? Non, c'est une mauvaise, un malentendu, ça, un malentendu. Non, t'inquiète pas, il a pas cassé, la vie tranchée était prévue, ça n'a absolument aucun rapport avec ce que t'as dit auparavant. Je veux dire, on avance, on passe à d'autres sujets, tu sais, on est sur France Maghreb 2 ici, tu vois. Jean-Marc, il a dit que tout ce qu'on fait est bon, simplement, à un moment donné, il faut se fédérer sur un but, un objet commun. C'est tout. Voilà, calmons-nous, restons tranquilles. Alors, pour finir dans cette émission, notre ami Mason qui est avec nous ici présent, pour ceux qui ont loupé son témoignage, je vous invite à réécouter vraiment vivement la rediffusion ce soir à partir de minuit du Grand Forum, parce que ce monsieur a vécu énormément de choses, un témoignage poignant, fort, qu'il nous a livré tout à l'heure en première partie d'émission. Il est à la tête aujourd'hui d'une marque de vêtements exceptionnelle, comme le dit si bien Jean-Marc Zébélus, puisque cette marque de vêtements a pour objectif d'aider les personnes atteintes de cécité à pouvoir s'habiller sans avoir l'aide de quelqu'un. Et ainsi, il a développé une marque de vêtements que l'on peut retrouver sur internet sur le www.masonshopping.com. Mais une question toute bête que j'ai envie de te poser, Mason, quand on est une personne non-voyante, comment on fait pour choisir son vêtement sur internet? Alors, en général, déjà, il y a pas mal de personnes qui ont des synthèses vocales. Oui. Qui sont des synthèses vocales, et puis aussi ou alors dans ce cas-là on peut, c'est vrai que des fois c'est une bonne question qui est une bonne question que moi des fois je pourrais pas trop répondre, parce que moi l'informatique c'est pas encore spécialement mon domaine, je suis pas très bon dedans, je m'y connais pas, et puis j'ai toujours eu horreur de l'informatique, mais d'après ce que je comprends, parce que moi-même je n'utilise pas, je sais que j'ai des potes qui me disent aucun problème, parce que j'ai une amie qui est non-voyante qui est partie commander plusieurs fois sur le site, parce que ils peuvent avec leur synthèse vocale. Très bien, mais l'objectif quand même c'est de rendre à disponibilité, pas en disposition, cette marque de vêtements dans des magasins, dans des lieux précis où les gens peuvent venir physiquement. On a déjà, alors j'ai quelques magasins. Ouais. J'en ai un qui est sur Meaux, j'en ai un qui s'appelle Awasurf qui est dans le 94, qui vend mes vêtements, et puis on a en fait moi j'ai préféré pas trop mettre dans trop de magasins pour une simple raison, c'est parce que si tu veux, aujourd'hui je suis intéressé par le bon marché.
Et le bon marché en général, c'est des magasins qui veulent un peu l'exclusivité en fait pour l'instant. Ah oui. Donc voilà, donc c'est ça pour se ça. discute quoi. Voilà, donc je l'ai mis dans quelques magasins. Et puis en plus, mon but après par la suite, c'est de vraiment créer mes propres magasins Maison Shopping, parce qu'après je voudrais que ces magasins, parce qu'on a déjà commencé à travailler dessus, qui soient accessibles non seulement pour les voyants, mais aussi pour les personnes qui sont non voyantes et qui sont aussi sur fauteuil roulant. Parce que je trouve que des fois, on n'y pense pas aussi à... Pas du tout, voilà. carrément. Exactement. Donc pour moi, les personnes en fauteuil roulant, c'est encore même pire peut-être, parce qu'ils ont Voilà. même pas la possibilité de prendre le métro. C'est Ils ont ça, pas la exactement. possibilité de prendre certaines lignes de bus. Ils ont pas la possibilité aussi de pouvoir se déplacer dans quelques endroits de Paris tellement les trottoirs sont hauts. Enfin, c'est une catastrophe. Voilà, l'adaptation pour les personnes handicapées. Ce qu'il faut retenir, au-delà de ce témoignage que tu nous as apporté, c'est que tu es un grand battant et que tu as fait finalement peut-être de ce handicap une force en toi qui a permis de développer un savoir-faire exceptionnel, de développer un don que tu n'aurais peut-être pas eu à développer si tu avais encore la vue, je ne sais pas encore, on est dans les si, mais quoi qu'il en soit, tu as fait de cet handicap une force et un moteur, une matrice pour avancer et pour aider les autres, et pour ça, merci Mason. Alors d'autres choses aussi, Voilà. puisque tu as plein d'activités. Tu pars au Cameroun, tu nous as dit tout à l'heure, Voilà, pour y c'est faire ça. Alors déjà, premièrement, donc j'y vais pour plusieurs choses. Alors déjà, je vais aller, une chose qui est importante pour moi qu'il fallait que je fasse, c'est qu'il faut que j'aille à la tombe de ma mère. Parce que ça fait 29 ans que j'ai pas été au Cameroun. En fait, j'ai jamais été à la tombe de ma mère parce que j'étais trop petit quand elle est morte. Donc là, j'y vais pour la première fois de ma vie. Ouais. Et je retourne au Cameroun après 29 ans. En deuxième chose, au mois de novembre, j'ai un défilé. J'ai loué l'hôtel Hilton. Je fais un défilé là-bas où je présente ma collection d'autres coutures. Ouais. Après, comme j'ai dit, je vais tourner coup de foot à Yaoundé en décembre. Et surtout, vers le mois de septembre, je vais aller visiter un orphelinat qui est à Yaoundé pour aider justement là-bas. On y va avec Milan et Bastien. Et d'un autre acteur, on y va, voilà. Donc on va aller là-bas pour faire ça, pour vraiment aider les gamins, les enfants, parce que pour nous, c'est quelque chose de très important. Parce que aujourd'hui, on parle beaucoup d'handicap, c'est très important, mais j'oublie pas aussi moi les enfants, parce que quand je vois le nombre d'enfants qui disparaissent, qui sont maltraités, qui malheureusement personne ne le sait, les gens ne se doutent de rien. Ouais. Et ben pour moi, j'ai une pensée pour eux et même ces gamins, parce que moi-même je suis papa. Parce que j'ai décidé d'adopter, donc j'ai adopté, voilà, et j'adore. D'ailleurs, je fête samedi l'anniversaire de mon fils. Donc pour moi, les enfants, c'est vachement important. Merci en tout cas Mason, et bonne chance pour la suite. Tu reviendras quand tu veux dans cette émission. D'accord. Désolé, je pense que Hakim et Jean-Marc ne m'en voudront pas d'avoir zappé leur coup de cœur. D'accord. Pas du tout. Si je peux laisser un petit message. C'est au contraire. Voilà, juste dire que s'il y a des personnes, nous SOS Madison International, on recherche des dons. Alors s'il y a des gens qui peuvent nous aider, ça peut être génial pour l'association. Qui n'hésitent pas à taper, même sur Facebook. Notre Facebook mon Facebook c'est Mason Cyril Elon Ewing. Cyril c'est 2 LE. Voilà, Mason c'est MASON. Il tape Mason Cyril, ils vont me trouver. S'il peut nous contacter en tapant Mason Ewing ou l'association SOS Madison MADISON International sans S. Voilà, SOS Madison. Voilà, .org, notre site internet. S'il peut nous faire des dons, parce qu'on a vraiment besoin d'argent et même de dons pour amener, voilà, des vêtements, des fournitures en Afrique pour ces gamins qui sont dans les orphelinats, qui pensent à nous, ce serait formidable. Merci à toi Mason, merci beaucoup, à bientôt. Merci et bon de nous courage pour la inviter. suite. Tu reviendras pour nous parler de plaisir. ton téléfilm, Défilé, notamment. de ton défilé, de ton téléfilm, donc qui sera diffusé sur France Télévisions l'année prochaine, Voilà. après Cannes. C'est bien Voilà, compris, hein, c'est ça. exactement, c'est Voilà. Merci en tout cas Mason, merci Hakim. Merci à toi Christophe, merci Mason, merci chers amis auditeurs, merci Jean-Marc. Merci monsieur merci. Zébélus de nous avoir fâchés avec Aziz de Marseille. Merci Mason. Je suis responsable de ce que je dis, pas de ce qu'on comprend. Mason, merci de ta venue, de nous avoir un petit peu ramené à la réalité. Merci Monsieur Rahal, le grand contradicteur, et Monsieur Fro, le grand complice de Monsieur Rahal. C'est petit. Non mais ça c'est. Et Il a si, cru qu'il faisait un discours. Jean-Marc, Il a cru qu'il faisait un discours je ne à peux l'Élysée. pas accepter que tu fasses une sortie de la sorte. Elle Non. est peut-être la plus petite sortie que tu aies fait à la radio. petit coup C'est bas, quand même une un sortie. petit croche-pied. Non, Ça reste, ça c'est ton jugement. Non, elle est à Je suis pas responsable de ce que tu as compris. Elle est à Jean-Marc, l'image de tu ton dis état de souvent cette fatigue. phrase, je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que vous comprenez. Voilà. En fait, personne te comprend. Mais il y a que toi qui me comprends pas. Ah, ben, Il y a que toi qui me comprends pas. C'est normal faire avec une l'esprit pétition tordu. qui comprend Jean-Marc. Après, Voilà. le 06. Avec ton esprit tordu, Ah c'est non, sûr mon que tu esprit peux il est pas très comprendre. sain, tranquille. Là. 06 18 Aucun 21 problème. 56 41 24 ans sur 24, c'est le mobile répondeur. Merci mon cher Zébélus, à bientôt. À bientôt, Hâte de te merci. retrouver, et tous les deux même, pourquoi pas, parce que ça fait Avec une un belle grand émission. plaisir. Bonne soirée à tous, merci d'écouter France Maghreb 2, vous avez, mais alors, parfait.
parfaitement raison de le faire. Il est précisément 18h, le rappel de l'actualité de ce mercredi soir. Bonjour à tous. Le gouvernement présente son plan d'action sur l'immigration. Il prévoit notamment une réforme du droit d'asile et un éloignement effectif des demandeurs déboutés. D'autre part, 12 500 places d'hébergement supplémentaires vont être créées dans les 2 ans qui viennent pour les réfugiés et les demandeurs d'asile. Enfin, les délais de traitement des demandes d'asile seront ramenés de 14 à 6 mois. Un projet de loi sera présenté en septembre. Plus de 3 500 migrants secourus ces derniers jours au large de la Libye sont arrivés en Italie. Rome maintient sa pression sur ses partenaires européens pour que d'autres pays leur ouvrent leurs ports. Le chef du gouvernement italien a prévenu la semaine dernière que la capacité d'accueil de l'Italie n'était pas illimitée. Paolo Gentiloni doit rencontrer Emmanuel Macron et Angela Merkel cet après-midi à Trieste en Italie. Jean-Yves Le Drian s'envolera pour le Golfe samedi. Le chef de la diplomatie française se rendra notamment au Qatar, en Arabie Saoudite, au Koweït et aux Émirats Arabes Unis. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères souhaite apporter la contribution de la France à la médiation engagée par le Koweït dans la crise des pays du Golfe avec le Qatar. Le Conseil d'État tire la sonnette d'alarme sur la qualité de l'air en France. L'instance demande au gouvernement de ramener les concentrations en dioxyde d'azote et en particules fines PM10 sous les valeurs limites. Le Conseil d'État demande au Premier ministre et au ministre de la Transition écologique de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'un plan sur la qualité de l'air soit élaboré et mis en œuvre. Les enquêteurs penchent pour un suicide après la découverte du corps du juge Lambert hier soir au Mans. C'est ce qu'affirme une source proche de l'enquête qui confirme également qu'une autopsie doit avoir lieu. Le premier juge d'instruction de l'affaire Grégory a été découvert dans son bureau, un sac plastique noué sur la tête avec un foulard. La 11e étape du Tour de France aujourd'hui, 203 km entre Eymet et Pau. La Fédération française de football confirme la relégation de Bastia en Ligue 2 la saison prochaine, sanction prise par la Direction nationale du contrôle de gestion. Le Sporting Club de Bastia va faire appel devant le Comité national olympique et sportif français. Le championnat doit débuter dans 16 jours. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.